Si ta communication n'est pas adaptée au cerveau et comment il prend des décisions, c'est normal que ça marche pas. Et quand tu changes un ou deux détails, parfois ça change tout. Ça se joue à vraiment rien. C'est ça qui est très très surprenant. Tu as 10 secondes pour convaincre, tu as 10 secondes pour créer de l'attention. Et là, tu vas gagner du temps pour aller persuader, susciter l'attention, persuader. Et troisième étape, c'est inciter. Parce que les gens ne passent pas à l'action. Dès qu'ils doivent passer à l'action, il y a une sorte de gravité vers eux qui vont faire qu'ils vont reculer. La plupart des offres où ça bloque, c'est que quand tu crées du doute, tu crées une friction. Et c'est ça le plus important. Est-ce que quand tu parles, que ce soit par les mots, les images, tu actives une image mentale? Est-ce que cette image mentale ensuite active des émotions? Et est-ce que c'est cohérent avec ton positionnement? Juste en faisant ça, ça va tout changer. Salut Romain. Salut Alec. Tu vas bien? Écoute, très bien et merci de cette invitation. Ça va être super plaisir d'être là. Eh ben écoute, c'est moi qui suis enchanté, honoré de t'avoir ici. Parce que je sais tout ce que tu as à raconter, les anecdotes que tu vas nous partager aujourd'hui dans le cadre de ton parcours. Romain, je te présente très rapidement, puis ensuite tu pourras t'introduire à celles et ceux qui eh bien, ne te connaissent pas. C'est assez rare quand je dois prendre une fiche carrément pour présenter mon invité. Donc, tu es docteur en psychologie sociale et cognitive, chercheur au CNRS, spécialisé en mécanismes d'influence et de manipulation. Tu as travaillé pour les services de l'ordre, la police, dans la détection de mensonges. Tu as formé aussi les services de l'ordre autour de ça. Dans la défense, le ministère de la Défense, notamment impliqué dans les affaires du Bataclan. Tu as eu ensuite un très gros contrat avec Total Energy pour financer tes recherches en marketing. Puis ensuite, tu as quitté ton poste de chercheur pour devenir entrepreneur, écrire une nouvelle histoire justement dont on va parler. Entre autres, parmi toutes les anecdotes qu'on va voir aujourd'hui, donc on va pouvoir parler de psychologie cognitive, de marketing, d'influence, de manipulation et de plein d'autres choses justement que tu nous as préparées. J'ai préparé quelques questions aussi, j'ai hâte de vivre cet épisode. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, outre la brève présentation que j'ai pu faire de toi, qui es-tu ? Ben écoute, tu as vraiment déjà dit pas mal de choses. Donc en effet, je suis docteur en psychologie sociale et cognitive. Je suis un ancien chercheur, je travaille sur les mécanismes d'influence, notamment comment on se fait influencer par les croyances. C'est un domaine qui me passionnait de manière générale et surtout ce qui est la mémoire. Et ensuite, en effet, j'ai quitté la recherche pour l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine du neuromarketing. Donc en gros, mon travail consiste à comment aider les entreprises à mieux vendre à partir des dernières recherches en neurosciences et en psychologie sociale et cognitive. Ouais. Et justement, en parlant de ça, comme ça on rentre dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui le désirent, ils pourront aller voir ce que tu fais aussi sur les réseaux, en particulier sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, tu enchaînes en ce moment les publications, les carousels, etc. qui explosent, littéralement, c'est le cas de le dire. Et à chaque fois, justement, tu apportes ton petit grain de sel, tu apportes énormément de valeur, mais justifié par la science, justement, d'un point de vue marketing, donc d'un point de vue très rationnel, très pragmatique. C'est assez rare de justement avoir cette approche. Et la question que j'ai envie de te poser au travers de ça, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est intuitif chez toi depuis le début, cette volonté de comprendre les choses, de savoir les intellectualiser, puis les rationaliser, puis pouvoir les répliquer et les adapter dans n'importe quel domaine finalement, ou c'est venu avec le temps au travers justement de tes études, de tes recherches ? C'est une excellente question. En fait, je ne me le suis pas vraiment posé. Alors, c'est venu avec le temps. Je ne l'avais pas de manière générale. Je suis passionné par la psychologie depuis très longtemps. C'est un sujet qui me passionne. Donc, j'en ai fait des études. Et au fur et à mesure, en effet, on découvre des secrets sur l'humain. Il y a quelque chose que j'aime bien expliquer, c'est que sur les 12 dernières années, on a plus appris sur l'humain que de toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est déjà actuellement passionnant. Pour toutes les personnes qui font de la psychologie aujourd'hui, on vit une époque incroyable. Donc ça me passionne. Et ensuite, c'est vrai que quand on devient enseignant, quand on fait une thèse et quand on a des contrats de recherche, on enseigne. Donc très tôt, on nous apprend à comment rendre de façon pédagogique nos recherches scientifiques, parce qu'elles sont dures à lire, elles ne sont pas évidentes, c'est pour les chercheurs. Donc nous, comment en fait, on va prendre une recherche et comment on va la vulgariser, soit auprès du public ou notamment auprès des étudiants. Donc, en effet, j'ai appris ça au fur et à mesure à rendre à l'université les éléments pédagogiques. Et c'est ça qui, je pense, se ressent sur LinkedIn.
Ouais, complètement. Et justement, tu parles de quelque chose qui est une vraie faculté que peu de gens ont, c'est cette capacité à rendre pédagogue, enfin à être pédagogue et à rendre quelque chose de plus simple, de plus compréhensible. J'imagine que tu as dû développer ces capacités, notamment quand tu as contribué et que tu as travaillé avec les forces de l'ordre et autres. Est-ce que tu peux nous raconter cette phase de ta vie où justement tu as pu, grâce à tes compétences et tes skills en influence et en manipulation, aider le système à pouvoir améliorer les choses, trouver des réponses, trouver des informations et tout simplement avoir des compétences qu'il n'avait pas. Alors, dans mon laboratoire, on a plusieurs axes. Il y avait un axe, on va dire, judiciaire. Donc, c'est le seul en France. Et on est une équipe. Donc, et là, notre objectif, c'est d'apporter des nouveaux outils aux policiers. D'accord. Donc ça peut être détection de mensonges, l'interrogatoire, l'entretien. Et moi, ma spécialité dans ce domaine, c'était comment récupérer une information crédible auprès de témoins, en sachant que souvent, quand on a des erreurs judiciaires, c'est dû à des erreurs de témoignage. Donc une personne peut faire 14 ans en moyenne de prison, et au final, il est libéré. Et si on regarde pourquoi il y a eu erreur, c'est souvent un problème de témoignage. Et donc moi, mon travail était de comprendre quelle est la différence entre une situation réelle, qui est réellement vécue, et une situation qui est remémorée. Et en fait, moi, j'ai ajouté la croyance au milieu. Et en fait, j'ai montré que la croyance influençait la façon de se souvenir d'un événement. Donc, exemple, là, actuellement, on est en train de vivre un événement, on se voit. Tout à l'heure, dans 3-4 heures, tu vas t'en rappeler, mais ce n'est pas la même expérience. Ce sera un souvenir. Mais ce souvenir sera influencé par tes croyances. Comme si ton cerveau enregistrait avec un filtre des croyances et des émotions. Et il va stocker ensuite tout simplement en mémoire ce que tu as vécu. Mais ce ne sera pas réellement ce que tu as vécu. Ouais, exactement. C'est super pertinent d'ailleurs pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Ça leur est déjà peut-être arrivé de rencontrer quelqu'un. Ils sont deux, on rencontre une nouvelle personne, mais on ne vit pas le même moment. Lorsque l'on se dit « Ah, elle était super sympa cette personne », l'autre personne dit « Ah, non, j'ai pas trouvé vraiment sympa, pourquoi tu dis ça ?» Pourtant, c'était exactement le même moment, mais la perception est complètement différente parce que justement, les croyances ou le cadre ou le contexte est complètement différent. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire. Et justement, comment on en vient dans sa carrière, tu peux revenir justement sur une partie de ta carrière, à être chercheur au CNRS, former les forces de l'ordre et puis faire tout ce que tu as pu faire justement par la suite. Alors, c'est vrai que quand on est dans un cadre de recherche, on est amené à avoir pas mal de prestataires, donc de la défense ou de l'intérieur. Et c'est un peu surprenant de passer à des méthodes d'interrogatoire, parce que c'était mon second sujet ensuite, où on formait les commissaires à l'entretien qu'on appelle MEC, donc entretien de mise en cause, et entretien cognitif, ce sont des entretiens qu'on utilise dans le milieu judiciaire, à passer au marketing. Enfin, on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, non, il y a un lien. Il y a un lien, c'est que dans mes recherches, je travaille sur la mémoire. Donc la mémoire, on utilise un modèle en neurosciences qui s'appelle le modèle associatif. Donc c'est très simple. En gros, je te donne un mot et ça active des connexions. Si je te dis rouge, pétillant, hop, tu penses à une marque. Donc c'est ça, c'est que tu as fait une association. Et j'ai mené une étude, alors c'était pour dénoncer à la base dans le marketing, qui n'a rien à voir. Moi, le marketing, il faut savoir que je viens d'un milieu universitaire. Donc pour moi, c'était des voleurs, des menteurs. Enfin, pour nous, on est en sciences humaines. Donc forcément, on avait une mauvaise image du marketing. Et je voulais dénoncer Apple qui, dans les séries, cachait le logo Apple. Okay. Et je me suis dit, selon le modèle, donc en neurosciences toujours, du modèle associatif, ça doit être encore plus efficace que le montrer. Pourquoi ? Quand on voit le logo, c'est normal pour toi. Tu dis, c'est le logo Apple, je le vois partout. Aucun problème. D'ailleurs, le logo Apple, dans les films ou dans les séries, on le voit toujours associé aux bonnes personnes. Donc, le modèle associatif, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est bien, il n'y a aucun méchant avec un logo Apple. Donc ça, c'est le principe. Donc ça fonctionne super bien, pas de problème. Mais parfois, on le cache parce que il faut cacher la marque. Ou on floute. Et là, je me suis dit, mais les gens, ils reconnaissent la marque. Et en fait, dans une des expériences, j'ai montré qu'en cachant le logo, ça augmentait la mémoire de la marque. Pourquoi ? Parce que dans la première version, quand on voit, on dit c'est Apple. Deuxième version, on cache le logo Apple, mais je le reconnais, c'est Apple. On essaie de me le cacher, mais je le vois. Donc là, tu interagis avec la marque. Et donc c'est plus fort. Donc ça va encore, finalement, ça va servir Apple. Je publie cette étude pour une présentation au Québec
elle cartonne, les gens sont trop fans et tout. C'est en quelle année ça? C'était en 2013-2014. D'accord. Donc j'étais encore chercheur, j'étais encore au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur pour mes travaux. Donc on est vraiment, voilà, je suis très très loin encore du marketing, mais le truc c'est que ça buzz un peu et on m'invite à des conférences de marketing où dedans il y a Apple, il y a Coca-Cola, il y a du monde, mais c'est pas mon domaine. Moi je suis un chercheur en psychologie, pas en marketing. Et au fur et à mesure, les gens en parlent, on me demande en conférence, et là il arrive un grand groupe du CAC 40 qui décide de dire on va payer vos recherches au CNRS. Et je vais travailler avec des grosses boîtes, aussi dans l'alimentaire, pour des produits végétaux, enfin pour les végétariens. Et là, on finance du marketing. Et je me rends compte, ça m'a sidéré, que quand je participais aux réunions marketing, quand les gens ils parlaient de trucs qui n'existaient pas, qu'on nous ne connaissait pas en sciences. Et soit ils étaient plus évolués, soit ils étaient pas du tout évolués. Soit il était en retard, pardon, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il nous parlait de cerveau gauche, cerveau droit, des trucs en neurosciences qui n'existent pas pour avoir observé l'activité en direct. J'ai dit, mais de quoi il parle Et en fait, il prenait des décisions en marketing totalement erronées. Ouais, biaisées par des choses qui n'avaient pas de sens, quoi. Mais qui n'avaient pas de sens et qui étaient surtout prouvées scientifiquement faux. On me parlait de théories qui dataient d'il y a un siècle, de 1920. J'ai dit, mais comment des groupes du CAC 40 peut parler comme ça Et ça va totalement révolutionner. Et du bouche à oreille, je commençais à faire plein de conférences, plein de formations. Moi, j'ai lu tous les articles en neuromarketing et puis j'ai mené des études en neuromarketing. Elles étaient dans deux ordres. Donc, évaluer un packaging ou évaluer un site internet. Et ensuite, un consortium de banques et d'assureurs vont financer une autre partie de mes recherches sur l'entretien de vente, c'est-à-dire au téléphone ou en face à face, quels sont les indicateurs qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Et là, j'étais en train de résoudre des problèmes qu'eux rencontraient et qui n'avaient pas de solution, notamment sur les objections. Pourquoi la personne a dit j'achète votre offre et puis elle part. Et donc là, je vais un peu apporter une révolution, en France en tout cas, dans ce secteur-là, encore une fois, très grand groupe, sur la façon de vendre en marketing et dans l'entretien de vente. Tu nous dis quelque chose d'extrêmement intéressant ici, c'est toutes ces vérités qu'on a acceptées, qui sont établies par la masse au niveau du marketing. Je pense que c'est quelque chose que tu constates aussi au quotidien maintenant que tu es un petit peu plus dans le web marketing, dans le marketing, etc. De te dire mais c'est une aberration ce genre de choses, pourquoi tout le monde croit ça, etc. Si tu devais me citer une, deux ou trois des grandes croyances que tout le monde pense que c'est la réalité, c'est la vérité, mais que toi, prouvé par la science, prouvé par les recherches que tu as pu mener ou les réflexions que tu as pu avoir au fur et à mesure du temps, eh bien tu sais démontrer que non, on fait fausse route et c'est faux. Alors, c'est une question importante parce que je vais te citer la première qui est le plus important. Quand on parle de l'humain et quand on communique avec l'humain, tu dois comprendre l'humain. Mieux tu comprends l'humain et son fonctionnement, mieux tu peux le prédire, mieux tu peux communiquer. C'est évident. Ouais. Mais le problème, c'est si tu as une mauvaise connaissance de l'humain, donc ton diagnostic il est faux. Or, dans les écoles de commerce, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, on enseigne un humain qui n'existe pas, qui est l'humain rationnel. Ça veut dire quoi ? Tu me présentes ton offre, et je vais la comparer avec une autre offre, et je vais avoir une analyse, en gros, comparatif. Je vais analyser les avantages et les inconvénients, et je vais prendre la meilleure décision pour moi. On est face à un Superman de la décision, qui prend finalement des bonnes décisions au niveau, on va dire, pour lui-même. Mais le problème, c'est que cet humain-là, nous, on ne le voit pas. On est plutôt irrationnel, on achète même plutôt mal, très mal. On achète même des produits qui nous servent strictement à rien et on est prêt à dépenser plus pour, par exemple, impressionner les autres que pour soi-même. Donc ça, on ne l'observe pas dans les faits. Et en fait, les recherches... Alors, cette théorie, d'ailleurs, elle est basée sur Descartes. D'un côté, Descartes sépare la raison des émotions, donc on a un côté rationnel et un côté émotionnel, et on prend des décisions avec le côté rationnel, et parfois avec des émotions, mais voilà, on a deux systèmes de pensée. En fait, c'est faux. On prend des décisions à partir de nos émotions. Descartes a tort, il n'y a pas de cette partie rationnelle. On prend nos décisions à chaque fois à partir d'une émotion qu'on ressent. Et elles sont souvent émotionnelles et biaisées, donc irrationnelles. Par exemple, pourquoi acheter des marques ? C'est bizarre. Oui, on peut vite réfléchir en fait, à plein de choses comme ça qui fait qu'on ne l'est pas. Et on ne sait pas évaluer un produit. On ne sait pas... combien ça coûte finalement, on va prendre des décisions très très aléatoires et erronées en termes de décisions économiques.
Et voilà, donc ça c'est la première, je pense, grande révolution. Enfin, j'en ai cité 2, du coup, que nous sommes irrationnels dans nos choix, qu'on ne sait pas calculer, qu'on ne sait pas prendre, on va dire, une décision qui nous avantage, et 2, qu'on prend des décisions émotionnelles, qu'on va se baser sur nos émotions. Et je pense que l'autre recherche qui casse une croyance, c'est comment on évalue un produit. Et en fait, on l'évalue à partir de nos croyances. Et là, on revient encore à mes recherches, c'est qu'en fait, on ne sait pas du tout si ce produit est bien ou pas. On ne sait même pas si ce qu'on boit est bon ou pas. Par exemple, si je propose 2 verres de vin, un à $5 et un $45, mais que ce sont exactement les mêmes. Rationnellement, on devrait avoir tout simplement, on devrait détecter la supercherie. Mais en fait, on ne la détecte pas. C'est-à-dire que notre cerveau, celui-là à $45, il croit que c'est meilleur, il va le boire, il va dire c'est meilleur. Et quand on observe sous imagerie cérébrale, l'activité cérébrale, on voit que le cortex orbitofrontal, qui va à peu près dire finalement le plaisir, mais s'active beaucoup plus fortement quand il est à $45 qu'à $5. C'est le même verre. On l'observe pour des matelas. Un matelas à 300 € est moins efficace que celui-là à 900 €. Ce sont les mêmes matelas. Et pourtant, des personnes disent j'ai plus mal au dos, je me sens mieux, alors que l'autre, j'avais mal au dos, je me sentais mal. C'est le même matelas. On le voit pour les compléments alimentaires. La plupart des compléments alimentaires n'ont aucun produit actif. Voilà, en tant que chercheur, on le sait, c'est un truc très très connu, comme l'homéopathie, on sait que c'est du sucre, quoi, ou quasiment rien. Mais ça fonctionne. Et plus c'est cher, plus la personne aura des résultats. Ce qu'on appelle un peu l'effet placebo, mais j'aime pas ce terme parce qu'il est trop réducteur, c'est une case qu'on met effet placebo. Non, c'est que nos croyances, vu que je crois que ce produit va m'aider, alors ton cerveau va créer ces mécanismes pour t'aider. Et il va produire les bons neurotransmetteurs pour tout simplement avoir plus mal à la tête. Donc c'est très fort. Et encore une fois, on revient au sujet initial de mes recherches, la croyance. Ce que tu évoques ici est très intéressant, mais fait écho aussi à... En préparant cette interview, j'ai regardé différentes interviews que tu as fait, mais aussi ton TEDx. Le TEDx, votre cerveau vous trompe. Et justement, dans celui-ci, tu parles de la différence entre Pepsi et Coca-Cola, où la plupart des gens pensent et disent qu'ils préfèrent Coca-Cola, mais lors d'un test à l'aveugle, la plupart des gens préfèrent le goût de Pepsi. Est-ce que tu peux nous partager en quelques instants, du coup, un résumé de ce que tu partages dans ce TEDx, parce que j'ai trouvé ce TEDx extrêmement intéressant, et pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le voir, ça peut être intéressant de partager ces éléments. Alors, en effet, la première recherche, en 2004, on va mettre du temps à comprendre ce résultat, parce que les recherches vont s'enchaîner quasiment 10 ans plus tard, donc on a un gap qui est important. Donc, très souvent, il y a ce qu'on appelle, Pepsi a fait le challenge, qui était essayer de reconnaître Pepsi et Cola. Et en fait, les gens, ils ont du mal à reconnaître. Même le directeur, de Coca-Cola ou de Pepsi n'avait pas à reconnaître son propre cola, mais c'est extrêmement dur à l'aveugle. Et même mes amis souvent, ou les étudiants en première année, on faisait ça aux étudiants de première année, on faisait l'expérience. Et en fait, à l'aveugle, c'est très dur de reconnaître un Coca-Cola ou un Pepsi. C'est pas évident. Donc, de manière générale, on demande aux gens, vous préférez Coca ou Pepsi ? Coca-Cola est souvent choisi, en majorité, je préfère Coca-Cola. Très bien. Maintenant, on met en aveugle. Donc les gens, ils goûtent. Donc ils goûtent, Coca, je préfère. Et en aveugle, on voit que Pepsi gagne. Donc on a refait cette étude sous imagerie cérébrale. Et là, on voit que quand on boit Coca-Cola, on a l'hippocampe qui s'active. Donc l'hippocampe, c'est lié à la mémoire. Donc on voit que notre expérience influence notre perception. Étant donné qu'on voit beaucoup Coca-Cola, c'est forcément bon, c'est forcément sympa, donc c'est meilleur. Donc votre cerveau dit c'est meilleur. Mais quand on ne le voit pas, la mémoire ne peut pas s'activer, l'hippocampe. Donc on va faire appel au cortex orbitofrontal, tu as déjà évoqué, et là c'est le goût. Et Pepsi, forcément, est meilleur. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a plus de sucre. C'est pas forcément qu'il est meilleur en termes de qualité, c'est qu'il y a plus de sucre, donc forcément ça va être perçu comme meilleur par notre cerveau. Ok, ouais, je vois. Et justement, là, je vais passer un peu du coq à l'âne pour revenir sur ton parcours. À un moment donné, tu prends la décision d'arrêter ce que tu faisais, etc., pour devenir entrepreneur, finalement. Et même, j'irais plus jusqu'à dire solopreneur, parce qu'aujourd'hui, tu es dans un modèle solopreneur, même si tu as énormément de sollicitations, il y a plein de choses et tu dois gérer beaucoup de nouvelles choses, et je pense que ça ne serait tardé pour que tu doives structurer autour de toi, peut-être que c'est même déjà le cas d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un déclic chez toi et tu te dis, je sais pas, peut-être j'en ai marre, ou j'ai envie de faire moi-même mon propre truc.
Parce que justement, on pourrait se dire, waouh, t'as eu des jobs extrêmement stimulants où il y a une minorité d'individus qui peuvent accéder à ces jobs-là et à ce genre voilà, d'endroits, etc. Ensuite, tu as bossé avec les plus grands groupes du monde dans le cadre de recherches extrêmement poussées, etc., qui te permettent justement de t'épanouir pleinement intellectuellement pour aller plus loin dans tes recherches. Et puis, ensuite, tu te dis non, j'arrête et je veux faire mon propre truc. Qu'est-ce qui crée ce déclic et qu'est-ce qui te fait prendre cette décision? Alors, c'est plusieurs éléments. Ok. J'ai eu du temps à comprendre même mon entourage, ils ne comprennent pas. Déjà, de la police au marketing, déjà, c'était compliqué, puisque j'ai un entourage plutôt de gauche, finalement. Hein. Quand on est en sciences humaines, c'est souvent blocage. Moi, je bloquais les facs, en fait, quand j'étais étudiant. Donc, déjà, en termes de cohérence, on n'y est pas. Et, alors déjà, parce que les gens ont une mauvaise perception du marketing, qui est totalement erronée. On pourra en parler, ça, moi-même, hein, c'était erroné. Pour moi, c'était des voleurs, menteurs, enfin bref. Qu'est-ce qui fait selon toi on reviendra sur la suite, mais qu'est-ce qui fait selon toi justement qu'il y a une mauvaise perception du marketing, mauvaise perception ne serait-ce que de l'argent en France, c'est tabou quand même. Alors là, ça c'est niveau culturel, c'est même niveau religieux. Hein. On est influencé en psychologie, on l'a parfaitement identifié, ce qu'on appelle la psychologie de la morale. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus, il y a beaucoup de chercheurs américains qui travaillent dessus d'ailleurs, et qui prennent en exemple les Français, et c'est très intéressant. Et c'est une question de valeur et de culture. Nous, en fait, on est influencé par une culture qui est religieuse, qui est catholique, qui fait que l'argent, c'était mal. Par rapport aux protestants, l'argent, c'est pas mal, au contraire. Plus t'en as, ça veut dire que Dieu t'aide, donc ça veut dire que mieux c'est. Donc plus t'en as, plus tu le mérites d'un côté, parce que forcément, t'es orienté par Dieu. Et nous, catholiques, on n'aime pas trop, en fait, c'est mal vu à ce moment-là. Et ça, on va le garder. Nous, on va le garder. On le retrouve. Le côté argent, on le retrouve dans quasiment toutes les cultures catholiques. Hein. On le retrouve aussi, pas qu'en France, un peu en Europe. Et voilà. Donc, pour ce côté argent, donc forcément, on est influencé par cet aspect. Et en effet, l'argent est mal vu. On pourra en discuter longtemps parce que je suis en train de lire beaucoup d'études dessus. Je prépare un truc, justement, avec des études qui ont été menées, car c'est une vraie question. Et on pourra y revenir si tu veux. Volontiers. Sur ça. Et du coup, le marketing, qu'est-ce qui fait que... Le marketing, quand je suis passé au marketing... Pardon, l'image, la perception négative. C'est simple. Ouais. Alors, en réalité, le marketing, on pense que c'est le vendeur ou le marketeur contre le consommateur qui manipule. Ouais. Alors déjà, en réalité, quand il y a manipulation, c'est qu'il y a un mensonge. Donc il y a des marques qui mentent, en effet, c'est mal. Mais ça n'a rien à voir avec le marketing. Rien à voir. C'est juste des gens qui mentent. En effet, ils ne disent pas la vérité sur le produit. On est dans le mensonge, on est dans la manipulation, et je condamne, et il faut condamner ce genre de pratique, mais dans une école de commerce, c'est pas du tout ce que tu vas apprendre, et c'est pas la culture d'une école de commerce. Non. Ouais. Dans une école de commerce, tu n'apprends pas à manipuler, à influencer. D'ailleurs, il y a très peu de cours en psychologie du consommateur, et puis d'ailleurs, je suis quasiment le seul prof qui le donne dans certaines écoles de commerce pour montrer que c'est pas ce que tu vas apprendre, tu apprends du management marketing. Mais le marketing, c'est quoi? En fait, si on devait résumer ce côté contre, c'est contre un concurrent. Le marketing de Coca-Cola n'est pas forcément là pour dire buvez Coca-Cola, c'est contre Pepsi. Et Pepsi, quand il fait du marketing, c'est contre Coca-Cola. Ouais. Quand McDonald's fait de la pub, c'est contre Burger King. Ouais. Quand Burger King fait de la pub, c'est contre McDo. Il y a de nombreux exemples comme ça d'ailleurs. Ouais. Donc aujourd'hui, quand tu ne fais pas de marketing, quand tu n'as pas de concurrent, si tu es dans un concert, voilà, il y a un gars, il se dit je prends du pain pourri, je prends une saucisse pourrie, je prends des sauces pourries, je vends super cher, je suis tout seul. Il va faire sold out. Il n'a pas de marketing, il a un produit qui est naze, mais les gens ont faim. Donc il a trouvé un positionnement. Maintenant, il y a un gars qui va se dire mais attends, ton truc il est nul, moi je vais faire mieux. Et là, paf, tu as un autre gars qui va arriver et il fait des hamburgers ou des sandwichs bien meilleurs. Ah, puis tu as un troisième qui arrive. Là, tu as besoin de marketing. Parce que là, tu vas commencer à dire écoutez, je vais faire la promotion. 2 burgers achetés, 3e offert. Ou la boisson pour 1 €. Et là, tu fais du marketing. Et pourquoi tu fais du marketing? Parce que tu as un concurrent qui est à côté. Et tu ne fais pas de marketing. Au Luxembourg, par exemple, j'avais du mal à trouver des clients. Je ciblais le Luxembourg. Parce que les gens n'avaient pas forcément besoin de marketing. Ils marchaient bien. Ils ouvraient, ils marchaient bien par bouche à oreille. Ils n'ont pas vraiment une grosse concurrence. Et le jour où ils auront une grosse concurrence, oui, ils feront du marketing, mais ils n'en ont pas besoin. Donc quand moi je ciblais mes publicités sur Suisse, Luxembourg, Belgique, France, c'est au Luxembourg que je n'avais pas de super résultats parce que, encore une fois, ils n'en ont pas besoin. J'avais des amis qui ont monté une boîte au Luxembourg, ça marchait tout seul.
Ok. Pas besoin de marketing. Moi, je vois. C'est intéressant ce point-là également. Donc là, tu nous expliques justement la perception négative et pourquoi elle est telle qu'elle est du marketing, en tout cas en francophonie. Et donc, comment on passe de tous ces métiers-là et cette réussite, en tout cas carriériste, à je quitte tout, j'arrête tout et je me lance dans l'entrepreneuriat. Alors, quand on fait une thèse, c'est très dur. En fait, beaucoup de monde abandonne parce que c'est pas un exercice. Tu dois trouver. Si tu trouves pas, t'as pas de résultat. Donc, tu fais des expériences. Ah, tu trouves rien. Tu fais une autre expérience. Ah, ça trouve rien, mais tu as un timing. Donc, en fait, c'est ça qui est très dur dans une thèse, c'est qu'il faut trouver et publier. Et donc, tu bosses comme un malade. Parce qu'en fait, c'est pas comme je dois faire un master, j'apprends par cœur, je fais un mémoire, je fais un exercice, je fais une mise à l'application, et puis dans tous les cas, tu bosses bien, tu vas au bout, tu vas l'avoir ton diplôme. C'est pas pareil pour un doctorat. Un doctorat, si tu n'apportes pas quelque chose à la science, tu ne l'as pas ton diplôme à la fin. Donc c'est dur. Et donc il faut trouver. Donc déjà, ça, tu vas bosser comme un malade. Alors certains trouvent du premier coup en première année, ils ont trop de chance, et d'autres, ils ne trouvent pas du tout. Combien de temps t'as mis ? Alors moi j'ai mis 3 ans. Ok. Et c'était sur quel sujet ? C'était sur la mémoire justement, sur comment on se rappelait un souvenir et comment on pouvait influencer un souvenir. Donc appliqué à la croyance. Donc par exemple comment rendre quelqu'un athée croyant et créer des faux souvenirs et appliqué au milieu judiciaire. D'accord. Donc par exemple, l'un des outils que j'ai apporté à la police, c'est une question que tu avais posée. Aujourd'hui quand tu es témoin, les policiers n'ont pas le temps d'interroger tout le monde. Donc aujourd'hui tu peux aller sur Internet. Tu vas faire un entretien spécifique sur Internet. Donc, on va te donner un ticket, tu vas aller sur Internet et tu vas faire ton entretien à distance avec des questions très spécifiques, donc qu'on appelle l'entretien cognitif. Et ça va permettre d'avoir même plus d'éléments, parce qu'à l'écrit, on apporte plus d'éléments qu'à l'oral, ce qui est assez étonnant. Et c'est surtout fiable. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'un juge, un magistrat, va rappeler le témoin 6 mois plus tard. Mais en 6 mois, la mémoire s'est dégradée. Parce que là, moi, j'ai la mémoire directement. Ça va éviter les erreurs judiciaires. Et vu que les policiers n'ont pas le temps d'interroger tout le monde, là, hop, on a le témoin. Et 6 mois ou 1 an, 2 ans plus tard, on a le témoin source et pas 2, 3 ans ou 2 ans en arrière. Enfin, le témoin n'a pas à revenir en arrière pour se souvenir. Là, on a une trace écrite avec 2 entretiens. C'est-à-dire qu'on a une première version et une deuxième version plus longue encore, avec d'autres... Donc voilà. Donc ça, c'était mon sujet principalement, avec la mémoire associative, ce qui va m'emmener avec Apple, du coup. Voilà, tout est lié. Ok, justement. Je fais une petite parenthèse, une petite question qui me vient, sinon je vais la perdre et je pense qu'elle peut être intéressante vu que tu as travaillé sur ces systèmes d'interrogatoire, ces systèmes de on garde la mémoire, etc. Maintenant qu'on a l'IA, est-ce que tu penses que peut-être qu'il y a des choses qui sont déjà en train d'être développées justement autour de ça, mais tu vois, je m'imagine faire un interrogatoire où on est sur Zoom, limite c'est une IA en face, c'est même pas un policier, donc il y a plus ce temps-là. L'IA, elle peut détecter les émotions, elle peut détecter si peut-être tu es en train de mentir, tu es stressé, tu es plutôt dans une émotion positive, négative, interrogative, affirmative, etc. Le niveau de clarté, selon, imaginons, ta pupille, est-ce que tu as consommé des stupéfiants ou tu es alcoolisé, est-ce que c'est quelque chose qui, justement, les forces de l'ordre ou d'autres institutions de ce type se voient utiliser l'IA de cette façon ou pas du tout ? C'est le sujet qui est très d'actualité. Okay. Alors je rigole parce qu'en fait, quand tu as donné tous les éléments de captation, en fait, là où j'étais un peu critiqué, c'est que c'est des outils-là qu'on utilise justement pour nos expériences en laboratoire. D'accord. Donc moi, j'ai pris les mêmes pour le marketing. Ok, d'accord. Donc ça m'a fait rire parce que oui, mais voilà. Donc moi, j'ai repris tous les instruments pour le marketing. Mais à la base, c'était justement pour la recherche. Et la recherche, l'IA s'y intéresse depuis pas mal de temps. Okay. Et en effet, on va pouvoir les utiliser. C'est très intéressant, surtout qu'on est sur une grande base de données. Et donc oui, est-ce que ce sera une preuve pour le magistrat ? Non, mais ça va être un accompagnement pour l'aide à la décision. Et avec les méthodes actuelles qu'on a, d'interrogatoire justement, oui, ça va être très puissant. Notamment sur la détection de mensonges, il y a beaucoup de mythes sur la détection de mensonges. Je pense que la plupart qui en parlent disent vraiment n'importe quoi. Et encore une fois, parce qu'on pense toujours au non-verbal, le stress, mais ce ne sont pas des vrais indicateurs de détection de mensonges. Parce que quand on face un interrogatoire, on est forcément stressé. Et puis même d'ailleurs, pour avoir vu pas mal d'interrogatoires, il y en a qui ne sont pas du tout stressés, ils sont méga cool. C'est-à-dire qu'ils ne mentent pas. Ils sont comme ça, je suis sur le truc, vas-y, pose-moi des questions, je m'en fous. Non, le stress, c'est stressant. Et c'est comme un recrutement, quand on est stressé, on est moins performant et du coup, on est évalué sur ça. Donc, tout le monde essaie de contrôler son non-verbal. En fait, on ne détecte pas vraiment le mensonge avec le non-verbal, mais avec le verbal.
on va utiliser des outils comme le CBCA, le Rating Monitoring, le SCAN qui est israélien. Et on va utiliser ces éléments-là. Et en fait, le verbal est super puissant pour détecter le mensonge. Ok. C'est le meilleur outil. Donc maintenant qu'on va avoir les textes, couplés à l'entretien cognitif qui permet d'avoir justement qu'il y a un entretien qui prépare, on va dire, l'entretien de mise en cause. Parce qu'on part du principe que la personne ne ment pas. Pas forcément en tout cas. Donc on va préparer, par exemple, si je te demande de raconter la scène de début, en commençant par la fin jusqu'au début, pour un menteur, c'est super galère, parce qu'il doit se rappeler, il doit créer des informations. Pour quelqu'un qui a vécu la scène, c'est facile. C'est facile, c'est dur, mais il le fait. Ouais. Mais un menteur, il est là, à la fin, comment je fais c'est une charge mentale trop forte. Et donc du coup, là, bah, oui, il va pas utiliser les mêmes mots, les mots ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui a vécu une scène, d'ailleurs, il va donner des mots beaucoup plus sensoriels. Là, j'ai entendu ça. Alors qu'un menteur va dire oui, il me semblait que. Il prend une distance avec ce qu'il a vécu. Il va donner moins d'éléments sensoriels. Il y a pas mal d'indicateurs quand les gens disent il a vraiment dit ça. Pourquoi tu as dit vraiment? Pourquoi tu as insisté sur ça? Et ça va être la fréquence. C'est pas un mot qui va appliquer le mensonge, ça va être la fréquence. Donc ça, c'est un point dans la détection de mensonge. Et un autre point, du coup, tu auras le podcast pour mentir pour tes auditeurs, le truc qui n'a rien à voir avec le marketing. Mais il est important parce que ça concerne un YouTuber qui s'est fait avoir, justement. Un avocat te dit toujours, il faut être silencieux, il ne faut pas parler. Donc c'est très dur pour toi, parce que tu es accusé et tu as envie de te justifier, mais tu ne dois pas parler. Pour une simple raison, c'est que ce soit les policiers ou les journalistes, ils ne te diront pas tout d'un coup. Ou le camp d'en face, pour un avocat. Et donc, ils vont tenir une partie, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont encore. Et toi, si tu commences à justifier sur la première partie, mais qui est en incohérence avec la deuxième partie, t'es mort. Donc un youtubeur s'est fait accuser d'agression sexuelle, enfin, il a été accusé par plusieurs autres youtubeuses, et il a répondu 3-4 mois plus tard avec une autre vidéo. Et là, l'erreur, c'est que donc il s'est justifié, sauf que là, l'avocat aurait dû lui dire, ne parle pas, mais il avait besoin de parler pour reprendre son activité. Sauf que le journaliste, ils avaient encore une autre partie. Ils ont sorti le lendemain l'autre partie, et là c'est fini. T'es KO. Et là tu peux plus rien faire. C'est pour ça qu'on garde le silence. Je vois. Ok, et justement dans cette phase transitoire, j'ai l'impression que tu l'as souvent évoqué, Apple a joué un rôle prépondérant dans cette phase-là. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette phase de ta vie, cette anecdote, et dans quelle mesure Apple a changé un petit peu le cours de ta trajectoire personnelle? Pour Apple, en fait, c'était pour dénoncer, tout simplement. Ok. Vous cachez la marque, mais en fait, c'est encore plus fort pour vous. Donc du coup, c'était pour dénoncer. Et puis finalement, quand je fais des conférences, du coup, en neuromarketing, dans un truc de neuromarketing, de marketing, et forcément, ils sont là. En fait, tout le monde est là. Enfin, c'est des directeurs de marketing, des employés. Donc ils nous disent c'est génial votre truc, c'est trop bien. Puis après, c'est là où je suis invité par d'autres groupes pour parler de tout ça, et c'est là où ça a pris. Et les conférences, je les fais payer, je fais des formations, et c'est là, pour faire la transition et répondre à ta question, c'est qu'à un moment donné, je gagne plus d'argent en faisant des conférences et avec des formations ou du consulting que finalement en étant chercheur, avec ton métier, avec mon métier de chercheur. Okay. Et la différence, elle est énorme. Et même du coup, en termes de financier, c'est plus cohérent même avec mes collègues qui, eux, n'aimaient pas trop. Certains n'aimaient pas du tout ce que je faisais au niveau marketing. Donc, il y a une décision à prendre à un moment donné, c'est qu'une conférence est mieux payée que juste un mois de travail de chercheur. Donc, voilà, le train de vie n'est pas le même. Et c'est à ce moment-là que tu es contacté par Total Energy? Non, Total, c'est encore... ça a pris 2 ans, en fait, le temps de réflexion. Total, j'étais chercheur, et c'est là payer d'autres post-doc, des contrats de recherche, des thèses. C'est vraiment, il y a un contrat, encore une fois, dans la recherche, en parlant de nous et en équipe. Donc moi, je suis dans l'équipe, je vais y répondre, mais voilà, c'est une équipe. Et c'est là que oui, j'étais encore chercheur à ce moment-là. Ok, je vois. Je vais te poser une question liée à ton parcours professionnel, mais plus personnel, parce qu'on a la chance de se connaître, d'avoir pas mal discuté, échangé, etc. À un moment donné, au téléphone, tu me disais, j'ai pratiqué du consulting, j'ai facturé des gros frais de consulting à des grosses sociétés, etc. C'était super stimulant, j'ai fait plein de choses, mais j'ai fait une erreur. C'était une erreur de facturer de cette façon-là. J'aurais dû prendre un pourcentage, etc. Parce que derrière, je leur ai fait gagner littéralement des millions, voire peut-être même plus. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces anecdotes? Alors, en effet, alors que ce soit dans la recherche, là je parle de l'équipe de recherche, on a fait en effet gagner, je pense, beaucoup d'argent à des personnes.
Et nous, quand on est à la recherche, on a le truc de recherche et on a une petite prime, quoi. À la fin, c'est 300 euros, 900 euros peut-être maximum, ou un Apple. Voilà, t'as un ordinateur Apple, on te paye quand on peut payer en fait avec le matériel, mais ça revient au laboratoire, parce que c'est les recherches du laboratoire payées par généralement l'État. Donc là, c'est frustrant. Et quand j'ai fait aussi du consulting, donc pour les matelas notamment, pour d'autres boîtes, ben ouais, ils commencent à gagner beaucoup. Par exemple, j'ai formé pendant 2 jours des pharmaciens, enfin des gens qui travaillaient dans le milieu pharmaceutique. Et ils me rappellent en disant ouais, salut, on a fait 1,3 million de plus. En fait, vu que c'était des ingénieurs, à la base, c'est un domaine où il faut être technique, donc c'est des ingénieurs, donc ils sont pas bons en vente ou ils ont des formations classiques. Ils avaient pas mal de problèmes de friction. J'ai tout changé dans leur argumentaire de vente à partir des méthodes scientifiques, une formule scientifique. Ouais. Mais forcément, ça change tout. Donc là, il me sort, ouais, on a fait 1,3 million. Moi, je calcule. Ok, j'ai formé 24 commerciaux, j'ai facturé super cher là-bas. Donc au total, moi, ça m'a fait peut-être 30 000 euros sur plusieurs fois parce qu'on forme plusieurs commerciaux. Et il revient me voir, il me dit ça, quoi. Bah, je sais pas, donne-moi des pourcentages. Enfin, là, entre 1,3 million que tu gagnes et peut-être 30 000 ou 40 000 euros TTC, j'en souviens plus, il y a quand même un décalage. Donc là, je commence à me dire, c'est un peu frustrant. Il y a un gars des matelas qui cartonne, il faisait 800 000 ou même 600 000 moins. Et aujourd'hui, ils ont fait des millions, ils étaient un des top 3 dans la vente de matelas. Là, je me dis, il y a un problème. Et c'est là où on va m'inspirer un investisseur, quelqu'un qui est entrepreneur, m'a dit un jour, les pauvres se font payer à la prestation, et les riches résultats. Moi, j'aime pas trop cette façon pauvre et riche de le dire, mais au fond, il n'a pas tort. Si je suis vraiment bon, si j'ai vraiment la formule scientifique finalement, vu que j'ai un avantage, au lieu de donner les techniques à tout le monde, pourquoi je ne serais pas payé au résultat? Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. C'est-à-dire de 2020 à 2022, pendant 1 an et demi, je vais être que payé au résultat. Et là, je vais vendre des produits comme des fenêtres, comme des compléments alimentaires, du prêt-à-porter, il y a des coachs, et je vais faire le marketing, le site web, et former les commerciaux. Tout avec les dernières connaissances. Et c'est ça qui a, je pense, c'est là où j'ai eu un boom au niveau de mon activité. En termes de chiffres, par rapport à avant, ça donne quoi? Beaucoup. En 14 mois, ça fait 1,2 million. Ok. Mais je suis plusieurs. Je suis avec des associés, on est une équipe, et j'ai, entre-temps, peut-être mon erreur, 18 salariés. 18 salariés. En fait, ça va très vite. Et j'ai mal géré. L'erreur, c'est que manque d'expérience dans l'entrepreneuriat. Ouais. Encore une fois, je viens de très loin. Je suis très fort en vente, je suis très fort en... t'as un problème de vente, je vais trouver la solution. Que ce soit un grand groupe ou autre, il y a toujours une solution dans un problème avec l'humain. Ça, je suis bon. Mais je viens d'un milieu, encore une fois, où je bloquais les facs. Moi, si j'étais resté à la fac, je suis gilet jaune à la base, dans l'esprit. Donc l'entrepreneuriat, oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et je pense que ma plus grosse erreur, c'est que je suis allé trop vite. Donc j'ai recruté, et j'ai recruté en 1 an. À un moment donné, j'étais dans les bureaux, je ne savais plus qui faisait quoi. Et le problème, c'est que ce que je délivre, c'est dur en fait. Donc moi, le tout premier client, j'ai fait tout seul en pleine canicule, j'ai fait le site web tout seul, on a formé des commerciaux, on était 2 à faire tout ça, avec un Belge, et ça a cartonné. On a fait, lui, il connaissait ce domaine-là, car c'était le domaine de la rénovation, donc il était déjà bien formé, enfin il connaissait le milieu. Moi, j'ai apporté le marketing, on a explosé, c'était génial. Mais on a voulu aller trop vite, et en recrutant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai perdu en qualité. Donc des gens qui me connaissaient, qui savaient que je mettais la barre haute, ont dit, bah là, Romain, c'est cool, mais... quand c'est toi, ça marche, mais là, avec les jeunes que tu me mets, ça fonctionne pas. J'ai recruté vite et mal, et pas avec les bonnes valeurs. Donc, et c'est ça qui a fait qu'on a eu une très forte accélération, mais après, ça a descendu. Et voilà, ça pour le côté scale, en fait, on faisait de l'hyper-croissance, et ouais, c'est ça qui a fait foirer le truc. C'était pas la bonne méthode, et puis même moi, je me retrouvais plus à un moment donné, parce que les gens me reconnaissaient plus. Ça allait très vite. J'étais chercheur il n'y a pas longtemps, je faisais des recherches, je travaillais pour la police, et je deviens entrepreneur à vendre des fenêtres. Les gens me disent, mais waouh, qu'est-ce que tu fais, quoi? Je vends aussi des gourdes écolo, je vendais des compléments alimentaires, et les gens me disent, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, et tout était bien fait, enfin, le marketing était vachement bien fait, mais là, j'avais un problème. Un jour, on me dit, tu me fais penser au loup de Wall Street, à Jordan Belfort, que j'ai rencontré d'ailleurs. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un problème. Et un autre truc, c'est que en fait, c'était même pas mon but dans la recherche. Dans la recherche, c'est de partager des connaissances. Et donc là, j'ai eu un problème de valeur. J'ai vraiment eu un problème, une crise. Je bossais beaucoup, je me suis pas arrêté.
Et là, il y a eu un autre déclic. Moi, je voulais aussi avoir du temps. Il faut savoir que tout ça, j'ai été influencé déjà par Olivier Roland. Je regardais ses vidéos sur YouTube et il m'inspirait déjà bien avant. Et c'est lui un peu qui m'a donné l'idée de dire « Ah, je peux vivre de mes formations en neuromarketing ». C'était en 2016-2017. J'étais encore chercheur. Et c'est lui qui m'a inspiré tout ça. Je regardais ses vidéos, j'étais trop fan de ce qu'il faisait. Et ça m'a beaucoup aidé. Et là, je repense à tout ça. Je dis, mais en fait, je ne suis pas du tout libre. J'étais salarié. En plus, c'est compliqué à gérer. Je fais du management, je fais de la compta. Enfin, ça ne va pas, quoi, du tout. Et en plus, je ne me retrouvais pas dans les valeurs avec les personnes qui m'entouraient. Car en fait, quand on fait de l'argent, je me suis très mal entouré. Et en fait, l'argent, quand tu mets l'argent en valeur en première valeur, tu attires des gens qui vont te trahir. C'est l'argent, en fait, pas tout le temps. Mais tu auras une proportion de gens qui feront tout faire pour derrière piquer ton contenu et le vendre à côté et que ça va pas marcher d'ailleurs. Tu vois, j'avais tout ça que j'ai jamais vécu en fait. Et là, je me suis pris une violence et j'ai dit j'arrête tout. J'arrête tout, je quitte tout. En fait, j'ai eu un déclic devant une chèvre, ou je sais pas ce que c'était d'ailleurs, mais qui mangeait devant moi. Et j'étais habité à la campagne. En fait, je passe à un hôtel 5 étoiles en Corse, incroyable. Ouais. Et j'allais pas bien, j'étais même pas bien dans l'hôtel. Il y avait quelque chose qui avait changé. Et puis ce côté loup de Wall Street m'avait vraiment perturbé parce que c'est pas mes valeurs en fait. Moi, j'adore aider les gens, j'adore aider les entreprises. Mes clients qui me faisaient confiance, ils sont déçus parce que mes salariés, ça fonctionne pas. Et là, j'ai mis waouh, mais en fait, moi, mon but, c'est d'aider mes clients vraiment à réussir. Et c'est pas ce que je fais. Là, je pense argent et je pense pas à mes clients. Et c'est pas mes valeurs, en fait. Et là, il y a un ami qui me dit écoute, viens dans ma maison en campagne, je sais que tu vas refuser parce que tu es dans les hôtels, machin chouette. Mais en cas où tu viens, il y a plein d'animaux, c'est cool. Puis je dis ouais, ok, ça marche, je viens. Ah bon, tu viens, toi? Enfin, t'es sûr? Oui, je viens. Je prends le train et tout. En Vendée, je m'en Vendée. Et puis je trouve que c'est naturel, tout devient simple en fait. Puis à un moment donné, je me suis bien fumé, je ne m'ai jamais fumé de ma vie. Et là je fumais beaucoup parce que tout était stressant en fait, j'ai jamais arrêté. Et puis là je m'assois sur un banc, et puis il y a plein d'animaux, et un truc qui me mange en face de moi, je le regarde, il me regarde, et je dis, je sais pas pourquoi j'ai eu le déclic, en me disant, mais en fait pourquoi je rentre dans tout ça en fait? Et là j'ai pensé à Olivier Roland, tout ça, je dis pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je préfère les choses très simplement? Je pourrais former les gens, déléguer. Et là, j'ai dit, ça va pas. Je suis très mal entouré. Et là, je coupe tout. Je décide de tout arrêter. Je cède tout en fait. Même les salariés, il y a certains qui m'ont suivi. Et je pars solopreneur. Et là, je dis, je vais vraiment appliquer cette fois-ci les conseils que j'entends sur Internet. Et c'est là où je commence à publier sur LinkedIn. Et j'arrive à refaire le même score, sans salarié, en automatisant, sans stress, sans management, et avoir du temps. Et le temps, c'est quelque chose que j'ai réappris cette année à avoir. J'avais perdu ce temps. Ouais, je vois. Et justement, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, tu me disais que quand tu prends cette décision en 2022, à la base, tu voulais pas justement recréer aussi rapidement toute cette visibilité, toutes ces opportunités. Même à la base, tu étais presque parti pour te dire, je vais faire une retraite, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais me faire plaisir. C'est ça. Justement, parle-nous également des jeux vidéo et de ce que ça a pu t'apporter, parce que je voyais dans une interview, tu disais, moi j'ai appris l'entrepreneuriat, j'ai démarré l'entrepreneuriat grâce à World of Warcraft. et tu vois, moi je suis un ancien joueur aussi. Les MMORPG, ça me connaît très bien. Je jouais pas à WoW, mais je jouais à d'autres. Et ça peut être intéressant justement d'avoir ton point de vue. Écoute, c'est vrai que tout le monde me voit comme le chercheur un peu chiant. D'ailleurs, les gens qui demandent une conférence ont un peu peur que ça soit chiant. Et on voit dans la personne qui lit beaucoup, qui a une grande bibliothèque. Et en fait, c'est l'image qu'on me voit comme ça. Mais pas du tout. Je suis un gros geek en fait. Je suis un gros geek depuis tout le temps. J'adore jouer aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, si je voulais du temps, c'était pour voyager et jouer aux jeux vidéo. Okay. Et j'ai un environnement de geek. Je suis un méga geek, c'est clair. J'adore les mangas, j'adore les animes. J'aurai toujours One Piece et j'adore. Voilà, je suis dans cet univers-là. Mais c'est vrai que les gens, forcément, je suis avec des gens qui ont fait de grandes études, qui souvent ils ont fait l'ENA, des polytechniques ou autres. Ils ne peuvent pas imaginer 2 secondes que je suis un gamer. Et ça me permet d'être dans cette bulle. Et j'ai beaucoup appris, et on apprend beaucoup dans le jeu vidéo, malgré que c'est mal vu. Par exemple, World of Warcraft,
gérer une guilde, gérer un groupe, c'est savoir recruter, c'est savoir gérer. Et en fait, il faut savoir que pour réussir et déléguer, et savoir réussir, il faut être tout le monde synchro. Et les gens qui réussissent, c'est pas une question d'avoir les meilleurs, c'est qu'il faut avoir la meilleure communication. Et c'est comme ça que tu passes en fait ce qu'on appelle les raids, c'est que ça demande un vrai effort et un vrai effort d'organisation que tu retrouves dans l'entreprise. Donc il y a toutes les règles d'entrepreneuriat dans un jeu vidéo comme ça. Mais tu apprends beaucoup de choses. Par exemple, le jeu vidéo, c'est prendre une décision rapide. Et c'est ça que ça t'entraîne. Et ça, l'entrepreneuriat, pareil. Le poker où tu apprends tellement de règles également dans le poker. Et c'est vrai qu'avant d'être chercheur et avant de faire des études, il fallait payer ses études. Donc j'étais commercial souvent. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais monter mon personnage, vu que j'étais en train de vendre des ordinateurs. Et je me suis dit, vu que j'ai pas le temps de jouer avec mes potes, je vais déléguer le fait de monter mon personnage en Chine. Voilà. Donc je paye $9 sur PayPal. Et là, tout le monde, mon perso monté trop rapidement, ils me disent, ouais, t'es trop fort. Puis je lui dis, ouais, si tu veux, je te le monte. Mais je lui dis pas, en fait, la vérité. Je paye le chinois, enfin, c'était en Chine, $9, pouf, son perso il est monté. Oh, c'est super content. T'es un tueur, mec. Je dis, ouais, voilà, j'ai des principes, enfin, j'ai des techniques et tout. Et puis après, je me dis, mais pourquoi je pourrais pas vendre ce truc? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me voit, il me dit, ouais, écoute, je vois bien que tu montes mon perso. Je dis, j'ai pas le temps. Ouais, je te paye. Bon, ok. Hop, je prends le forfait chinois. Et là, je me dis, en fait, ce truc-là, je l'ai trouvé en anglais sur les forums Archimonde, tout ça, et pour ceux qui connaissent. Et je me dis, mais en fait, personne ne le fait parce que c'est en anglais, on a peur. Mais si je crée un forum en français, les gens, ils auront confiance. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un forum tout simple en français, et vu que je disais que c'était moi qui montais, et vu que je parlais en français, les gens, ils venaient me voir. Et ils payaient beaucoup plus cher, je payais 1 euro le niveau. Et donc, du coup, là, je me faisais des 2000 à 3000 euros par mois, surtout quand il y avait une extension qui arrivait, tout le monde voulait monter son personnage. Ça coûtait 60 à 80 euros parfois le personnage. Mais tout était délégué. Donc c'était mon premier business en fait, sans le savoir. Je faisais de l'entrepreneuriat. Pour moi, je n'y avais pas pensé. Donc du coup, je suis trop content. J'arrête de faire mon boulot de commercial, à vendre des ordinateurs. Ok. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas trop. Quand on est en première année, deuxième année de fac. Je dois attendre 17 ans. On a le bac à quelle heure? 17 ans? Ouais, c'est ça. Donc en gros, pendant tes études, pendant mes études, ton premier donc, business, 18 ans, c'était ça. Tu te dis, j'ai trouvé la solution, je rentre à fond dedans et je vais monétiser justement du power leveling sur World of Warcraft. Et tu crées un business. Ok, intéressant. J'ai créé un business dessus, qui a bien marché et ça m'a aidé en fait pour mes études parce que j'avais pas les moyens de je fais partie des étudiants qui devaient financer ces études, donc je travaillais à côté. Et donc ça m'a vraiment aidé parce que l'argent était vraiment pour moi. Bon, alors, faut savoir que dans mon esprit, j'étais déjà dans ma tête millionnaire. Quand tu gagnes 3 000 euros par mois, t'es trop riche, quoi. Alors que à l'époque, j'essayais de manger pour 2,50 € le midi. Donc dans ma tête, encore une fois, il faut comparer à des étudiants qui n'ont pas du tout les moyens, qui ont 400, 500 euros par mois. Ouais, là, pour moi, dans ma tête, je suis méga riche en fait. Bon, forcément, après du recul, tu ne l'es pas, mais dans ma tête, dans mon esprit à l'époque, j'étais waouh, c'est ouf, trop d'argent, j'ai trop de temps. Et puis les gens, ils ne comprenaient pas. Pourquoi tu as un super appartement? Pourquoi tu... Et ça a pu payer mes études avec le poker également à côté, jusqu'à le financement de ma thèse, parce que j'ai une thèse financée. Et donc là, à partir de là, j'ai arrêté. Et puis de toute façon, ça marchait moins bien. Et ça a duré combien de temps du coup, l'ensemble? Ça a duré 3 ans. Ah ouais, donc c'est quand même durable. C'est pas un truc que tu fais quelques mois. Non, ça a duré 3 ans. Au début, ça marchait tout seul. Puis il y a le poker qui m'a vachement accompagné. Puis après, Blizzard, qui est l'éditeur, ont carrément mis l'option à la base. Donc du coup, dans tous les cas, mon business était mort. Et voilà. Donc, Ok. Dans quelle mesure ta compréhension de l'humain, de la psychologie humaine, les outils aussi que tu sais utiliser en influence, en manipulation, etc., t'ont aidé par exemple pour gagner au poker? Alors, j'avais pas toutes les connaissances à l'époque. Ok. Le poker, c'est juste que j'appliquais une méthode. Donc, je me suis abonné à des joueurs qui étaient très forts, qu'on appelait les limpers. Et je jouais les statistiques. Okay. Donc, en fait, je gardais. Ça, c'est important dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion de ses émotions. Donc, je faisais pas de coups en disant allez, j'y vais pour le coup. Non, je jouais vraiment street. Je jouais sur plusieurs tables. Et après, la stratégie que je faisais, c'était que je jouais que les baleines. Donc, ça veut dire qu'avec Winamax, on avait un moyen de rajouter en ami sans rajouter en ami. Enfin, tu rajoutes à la personne. Donc, j'avais des trackers à chaque fois. Et je jouais que contre les mauvais joueurs.
Ok. Donc je les sélectionnais, donc j'avais toute une liste de gens qui ne savaient pas jouer, et je me mettais en liste d'attente. Pour donner une anecdote, un soir, genre de soirée, tout, là je vois une baleine, mais bon, dans une table, je me mets, et rien que la soirée, alors pour moi encore une fois, c'est beaucoup, mais c'est rien aujourd'hui, peut-être c'est rien pour certaines personnes, pour moi, je suis étudiant, donc c'est beaucoup d'argent. Je me fais dans la soirée 500, 600 euros, mais pour moi c'est énorme, dans ma tête je suis millionnaire, quoi, pour dire que j'étais vraiment dans un état d'esprit qui était autre. Et ce gars, c'était une grosse baleine. Et du coup, je dis, waouh, trop content, lui, il faut que je focus. Et en fait, le lendemain, c'était le dimanche, il se connecte et dit, waouh, vas-y, j'y vais. Et là, je vois une liste d'attente, 76 personnes. En fait, tout le monde l'avait pris en baleine. Donc, c'était peut-être la plus grosse baleine de Winamax. Et en fait, tout le monde avait chopé le truc, quoi. Ok. Et cet état d'esprit, justement, un peu, on va dire, sneaky ou opportuniste, si on veut, même si c'est un peu une connotation négative, le mot opportuniste. Hacker. Ou hacker, ouais, effectivement. Comment tu l'as développé? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez toi ou tu l'as développé au fur et à mesure du temps? Alors, si on devait me définir, c'est vraiment hacker. Ok. J'ai toujours aimé casser le système, penser autrement, ça tout petit déjà, même dans les jeux vidéo ou autres. T'avais envie de le finir le plus rapidement possible. Exactement. Ouais. Je faisais toujours même pour apprendre à l'université, j'avais des hacks pour comprendre, analyser les partiels à l'avance. Donc j'arrivais à les deviner. Donc tout le monde disait, ouais, t'as les meilleures notes, t'es trop fort. Non, hacker, c'est clairement un état d'esprit. Et puis je suis un vrai hacker, dans le sens que j'utilisais déjà des logiciels pour hacker. J'ai une société de cybersécurité actuellement aussi, d'ailleurs, qui va en continuité avec ça. Donc c'est vraiment un état d'esprit, j'adore hacker, j'aime pas faire comme les autres, et j'aime bien, c'est vraiment mon état d'esprit. Donc oui, je sais pas comment je l'ai développé, mais déjà petit, j'étais vraiment malin. Peut-être ma mère qui était un peu comme ça aussi, qui déjà trichait sur les notes, avec les bulletins, enfin peut-être ma mère faisait des trucs, mais ouais, j'ai toujours été comme ça, et je pense que c'est ça qui a fait vraiment la différence sur ce que je faisais. Même dans la recherche, j'étais assez malin sur la façon de faire les expériences, alors pas pour trouver d'autres façons de mesurer, de trouver des idées, avoir ce côté de divergent thinking, de penser autrement. Ouais. C'est quelque chose que j'ai souvent eu de manière générale. Ouais. C'est ce qui fait aussi aujourd'hui ta notoriété, si on peut utiliser ce terme-là, notamment. Je rebondis sur un post que tu as récemment sorti où il y a eu plus de 5000 interactions, où tu évoques justement le fait que dans l'industrie du luxe, dans la plupart des marques utilisent le sourire, mais dans l'industrie du luxe, ils ne l'utilisent pas. Et tu prends l'exemple de Chanel et d'une marque X, Y, Z, je ne sais plus laquelle c'est. Et justement, tu vois, ce genre de post, ce genre d'approche, ce genre de message, et pareil pour tous les autres posts que tu as, il y a un esprit penser en dehors de la masse, en dehors de la box, justement, et au point où carrément ça génère des opportunités intéressantes, au point où tu me disais, il y a même quelqu'un de Chanel qui t'a envoyé un message à la suite de ce post-là, et on pourrait se dire, mais à quel moment, justement, sur LinkedIn, en faisant juste un post en parlant de ça, tu as quelqu'un de cette boîte-là qui va réagir. Ouais, ça c'est marrant. Oui, alors, encore une fois, ce post, je ne savais pas qu'elle allait marcher ou pas, je n'avais pas calculé le truc. Ouais. Et en fait, c'est une étude qui venait je faisais ma veille. Donc, je suis abonné à toutes les revues scientifiques. Donc là, pour être abonné, c'est vrai qu'il faut être plutôt chercheur. Donc, moi, j'ai toujours accès à tout ça. Et parce que c'est des articles en anglais, très durs à lire. Et puis là, je vois quelqu'un qui publie un truc sur le sourire. Bon, c'est marrant. Je lis l'étude, je dis waouh, elle est folle en fait. J'avais pas. C'était assez intéressant. C'était bien montré. Ils avaient montré que tu devais évaluer un produit, hein, par exemple une tasse, pourquoi pas. Et tu devais estimer le prix. Et en fonction si la tasse ou autre était, le produit, on va dire, le sac était présenté avec un sourire ou pas, bah, tu donnais un prix. Donc, il n'y a rien à voir que le luxe. Donc, quelqu'un, ça ne souriait pas, les gens disaient que c'était cher, et quand ça sourit, c'était pas cher. Donc, c'est pas que le luxe le veut forcément, c'est que toi-même, en fait, tu l'évalues comme ça. Et pourquoi, comment on l'explique, c'est la distance. C'est que le luxe, pour que ce soit catégorisé dans le luxe, il faut 2 critères. Le premier, c'est le prix, parce qu'il faut payer quelque chose qui ne soit pas accessible, donc tu le mets cher. Il faut que tu sois unique à l'avoir, sinon tu ne te différencies pas. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi créer cette distance sociale. Cette distance, tu vas la créer avec le sourire. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les mannequins, de manière générale, elles n'ont pas le sourire, ou elles vont être même parfois arrogantes. On le voit, c'est Gucci, on voit des gens qui te regardent de haut. C'est pour créer cette distance sociale. Donc il faut bien la mesurer, il ne faut pas trop non plus. Parfois tu mets un peu de sourire, voilà, tu crées cette distance sociale. Il ne faut pas rendre la marque accessible. C'est ce qu'on apprend en marketing du luxe, en tout cas.
Ok, je vois. C'est super pertinent. Justement, ce sont des choses que la plupart des gens ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a d'autres petits éléments marketing qui font des grandes différences ou qui sont vraiment des traits dissociatifs de certaines industries ou autres que les gens ne connaissent pas ou les gens ne se rendent même pas compte et que tu aurais envie de nous partager en particulier? Alors, c'est tellement vaste, c'est tellement. Ouais. J'aurais Si du tu en mal. as trois best practices que absolument tu te dis, ça c'est le truc que j'ai envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent. Alors, si je devais donner des techniques plutôt, Ouais. que les gens ne connaissent pas, je pourrais en trouver 3 facilement. Et je vais peut-être commencer, peut-être pas par le plus important, mais qui n'est pas appliqué. D'accord. Et en fait, mais en fait, c'est super. Enfin, je l'explique, les gens disent ouais, ok, puis ils vont pas appliquer, puis ils m'appellent, et je vais leur dire, je vais faire la même chose que je vais dire là. Le plus important, c'est penser image mentale. Donc, je vais en faire une démonstration, ce sera plus simple et plus opérant. Si je te dis 2 plus 2, automatiquement 4. Ok, ça c'est ok pour toi, pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 4 est arrivé automatiquement à ton esprit, de façon inconsciente, tu ne l'as pas calculé. Ouais. Donc là, on est d'accord, Alec, qu'on peut définir l'inconscient. L'inconscient, c'est ce qui arrive inconsciemment à ton esprit. Tu as une image mentale qui est arrivée à ton esprit. C'est ce qu'on appelle, nous, le système 1, ou une réponse de type 1, en termes de traitement. Si je te dis 17 fois 24, là, tu n'as rien qui arrive à ton esprit. Alors, par contre, tu peux calculer, tu es conscient qu'il y a rien qui arrive, ce n'est pas automatique, c'est contrôlé, et c'est plus lent, et ça demande plus de ressources, c'est plus fatigant. Et donc, on peut déterminer ensemble qu'on a 2 systèmes, un système inconscient et conscient, et que c'est 2 traitements qui sont différents dans notre cerveau, et que quand tu actives le 1, tu n'actives pas le 2, quand tu actives le 2, tu n'actives pas le 1. Donc, on a bien 2 traitements. Exemple, si je dis Trump immigration, automatiquement, les Américains ils disent mur. Trump parle au système 1. Si je dis Clinton immigration, rien arrive à l'esprit, sauf qu'elle avait 9 lois très précises. Mais elle parlait au système 2. Et c'est le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui à tous les entrepreneurs qui veulent vendre, que ce soit dans l'entretien de vente ou dans le marketing, tout doit parler au système 1. Et la majorité des personnes font du système 2. On ne comprend pas, l'information n'est pas dans le bon ordre, c'est pas clair. La dernière fois, j'étais dans une réunion de groupe LinkedIn. Moi, je convertis extrêmement bien, mais d'autres, ils ont plus de vues que moi, plus d'abonnés. Ils disent oh, non, moi, j'ai pas de demande. Oui, mais on ne comprend pas ce que tu fais, c'est pas système 1. On voit sur ton profil le site, on ne sait pas, c'est mal écrit. Et c'est ça le plus important. Est-ce que quand tu parles, que ce soit par les mots, les images, sur ton site ou dans un entretien, tu actives une image mentale? Est-ce que cette image mentale ensuite active des émotions? Et est-ce que c'est cohérent avec ton positionnement? Donc, tu fais le positionnement, il faut bien le positionner. Et ensuite, bonne communication en système 1 jusqu'au bout. Et là, tu vas augmenter tes ventes. Et ça, c'est le grand secret. C'est pour ça que j'ai cassé l'industrie, parce que tout le monde présente, ils mettent des gros pavés d'informations, ils emmènent les gens à travailler, à lire. On n'a pas envie de travailler, je veux comprendre de suite. Et je veux des émotions. Mais tu ne peux pas activer des émotions si tu ne passes pas par cette voie 2+2. Et le mauvais conseil qu'on trouve, et beaucoup aussi chez les infopreneurs qui disent « il faut jouer sur les émotions ». Oui, mais non. Pour activer des émotions, il faut une compréhension. Et à chaque fois, regarde, j'ai mis les émotions. Ah non, mais tu n'as pas activé la compréhension. Active la compréhension et après, tu activeras les émotions. Exemple. Imaginons que je veux aider les enfants qui meurent de faim en Afrique. Donc, on est sympa, on va faire 2 flyers, on va comparer. Dans les flyers, on demande des dons. Sauf que je vais modifier 3 lignes au milieu. Dans la première version, je vais dire 3 millions d'enfants au Malawi, 2 millions d'enfants en Éthiopie et 11 millions de gens qui meurent de faim. Et donc là, on est d'un côté rationnel. Je donne des chiffres, ça doit être très émotionnel, comme c'est des millions de personnes. Dans la deuxième version, on va dire, elle s'appelle Roca, elle est malienne et est âgée de 7 ans. Et la deuxième version, on ne va pas donner plus de dons, parce que pour sauver une personne que des millions. Donc on devrait avoir plus de dons dans la première. C'est pas ce qu'on observe. On obtient 2 fois plus de dons dans la deuxième version. Pourquoi? Elle est simple. On imagine Roca, image mentale. Notre cerveau le comprend. Et ça active des émotions qui est l'altruisme. On paye. Donc, compréhension, action. Dans la première version, 11 millions de personnes, on ne sait pas le représenter. Notre cerveau n'est pas capable de le faire. Donc, il n'y a pas d'image mentale, donc il n'y a pas d'émotion. C'est comme me dire, il y a des millions d'enfants qui meurent en Syrie. Ouais, bon, on s'en fout, on n'arrive pas à se le représenter. Notre cerveau n'est pas câblé pour. Il n'est pas fait pour. On ne sait pas faire. Notre cerveau n'a pas la capacité cognitive. Mais le petit enfant Dylan qu'on a vu sur le bord de la plage, là, ça active des émotions. Là, ça marche. Alors qu'avant, on disait des millions. Et donc, c'est ça la démonstration, en fait, c'est que
Rokia, on la voit pour l'exemple, et c'est ça qu'on doit faire en marketing. On doit, alors pas jouer sur la tristesse, attention, c'est que ce soit adapté au cerveau. Si ta communication n'est pas adaptée au cerveau et comment il prend des décisions, c'est normal que ça ne marche pas. Et quand tu changes un ou deux détails, parfois ça change tout. J'ai des clients, j'ai juste changé un ou deux détails et ça a tout changé. Et d'autres, il faut tout refaire. Donc ça se joue parfois à vraiment rien. C'est ça qui est très très surprenant. Même pour moi qui vois en direct avec des A/B testing et autres, parfois je change un détail et je me dis waouh, juste ça a changé. Et c'est très surprenant. Ouais, c'est super intéressant. Merci pour ces partages très concrets, comme j'aime. Et justement, la plupart des gens qui peut-être nous écoutent ou nous voient se disent waouh, c'est dingue, ça fait sens, etc. Ouais, effectivement. Est-ce que lorsque tu as des sollicitations ou lorsque tu échanges avec certaines personnes, que ce soit des infopreneurs, des entrepreneurs, peu importe le type de boîte, mais tu identifies quelques erreurs communes sur des sites web ou sur des choses que tu aimerais partager, que la plupart des gens ne comprennent pas et qui pourraient actionner quasi instantanément après l'écoute de ce podcast? Alors, la première chose, c'est de commencer les pages de vente, notamment sur les infopreneurs, mais ça marche aussi pour tout. Moi, je faisais des pages de vente pour vendre des fenêtres que je segmentais. C'est d'avoir une sorte de proposition de valeur unique qui soit claire et évidente. La dernière fois, j'en ai vu une là, faites x5 de votre chiffre d'affaires avec l'IA. Ouais, ça, c'est pas bon, c'est n'importe quoi. Et la personne se dit, pourquoi ça marche pas? x5. Je fais 1 million, là, tu me proposes 5 millions. Je fais 10 millions, tu me proposes 50 millions. J'en n'y crois pas, c'est pas crédible, ça marche pas. Il faut que ce soit crédible, cohérent par rapport à un problème. Et d'ailleurs, quand vous entendez augmenter le chiffre d'affaires, déjà c'est mort. Parce que tout le monde propose d'augmenter le chiffre d'affaires, alors que tu vois, ça c'est le positionnement, c'est ce détail-là qui va tout changer. Donc par exemple, quand on arrive sur le profil, tu postes, tu vois sur ton profil LinkedIn, là tu dis, ok, qu'est-ce que tu mets en bannière? Qu'est-ce que tu mets en déclencheur pour dire, waouh, ça j'en ai besoin maintenant. Donc la clarté de ton offre, une phrase avec un sous-titre ou ce genre de déclencheur qui va faire que tu as envie d'aller plus loin. Et en fait, il faut respecter 3 étapes dans le cerveau. En fait, on va imaginer que le cerveau, il va réfléchir en 3 étapes. Alors, rien à voir avec le cerveau reptilien qu'on entend sur Internet, qui, en effet, n'est pas validé par la science. D'ailleurs, l'auteur lui-même le confirme, il a juste fait une théorie, mais qui a été repris par des coachs ou on ne sait pas comment il a été vulgarisé, mais qui n'est pas aujourd'hui scientifique. En tout cas, ce n'est pas le modèle que nous, on apprend quand je parle de 3 étapes. Non, il faut prendre les 3 étapes du traitement. C'est qu'au début, tu as 10 secondes pour convaincre. Tu as 10 secondes pour créer de l'attention, en fait. Et là, tu dois trouver en très peu de mots, en très peu d'images, ok, je capte. Et là, le but, c'est de créer de l'attention. Et quand tu actives cette attention derrière, tu es concentré émotionnellement à lire la suite. Donc, si le prospect il arrive sur la page, il scrolle, il lit pas, il regarde vite fait, c'est terminé, ça marche pas. Non, il faut qu'il arrive sur la première et la deuxième section, ils disent « Waouh, ok, ça me plaît ». Et il faut que très rapidement, on voit, des revendications que tu donnes. Et je vais même dire des revendications thérapeutiques, si dans le milieu infopreneur, c'est encore plus important. Pourquoi là, maintenant, ce serait intéressant pour moi? Motive-moi. Et là, tu vas gagner du temps pour aller persuader. Et là, dans la façon de persuader, il faut que tu montres avec des effets de contraste comment, finalement, tu vas aider la personne. Et encore, tu l'expliques clairement, et ensuite tu actives des émotions. Donc clarté, je fais ça comme ça, et ça va te permettre de faire ça, tout simplement. Et la 3e étape, donc la 2e étape, persuader, donc susciter l'attention, persuader, et 3e étape, c'est inciter. Pourquoi? Parce que les gens ne passent pas à l'action. Dès qu'ils doivent passer à l'action, il y a une sorte de gravité vers eux qui vont reculer. Un conflit interne. Un conflit interne, le système 2 va s'activer, et toi, tu dois à ce moment-là réinjecter des émotions, réinjecter des incitateurs. Par exemple, une promotion, un prix, ou inscris-toi maintenant, quelque chose qui va motiver la personne à avoir l'objet ou la vidéo, ce que tu veux, enfin maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui va faire que tu vas acheter ta masterclass, enfin acheter à 0 € ou gratuit, ta masterclass maintenant et pas demain? Pourquoi maintenant ce serait important que je la regarde? Donc quels sont les incitateurs que tu peux mettre en place pour que la personne remplisse ton formulaire ou achète directement ton produit en e-commerce? Donc il faut toujours penser qu'il y a 3 pensées quand on va évaluer un produit. La pensée, capter l'attention, persuader, mais même quand tu es convaincu, tu ne vas pas forcément passer à l'action, et inciter. Et donc tu dois créer 3 colonnes, et tu mets ta stratégie sur les 3 colonnes. Juste en faisant ça, ça va tout changer. Alors c'est le modèle neuromarketing, c'est le modèle qu'on va utiliser notamment qu'on appelle dual process appliqué à la psychologie du consommateur. Donc le modèle double processus appliqué système 1, système 2 de Daniel Kahneman appliqué à la psychologie du consommateur, c'est
exactement le même modèle qu'applique Apple, IBM ou chez McKinsey quand ils doivent faire des rapports, mais ils vont appliquer ce modèle-là qui n'est pas connu. Mais voilà, et donc ça c'est la méthode, on va dire, neuromarketing. Tu fais 3 colonnes, susciter, qu'est-ce que tu mets en place, persuader, qu'est-ce que tu mets en place, inciter, qu'est-ce que tu mets en place dans ta page de vente. Ouais, c'est super intéressant et si je peux me permettre, contredis-moi si tu vois pas la chose comme ça, mais en plus des 3 colonnes donc verticales, je rajouterais des colonnes aussi horizontales selon justement la complexité de ton tunnel de vente. Parce que du coup, typiquement, lorsque tu parles d'une masterclass, imaginons que tu es sur ton LinkedIn, l'incitation, elle n'est pas pour acheter ton produit. Elle n'est pas non plus pour générer un appel. Elle est simplement pour regarde ma masterclass. Et dans ta masterclass, j'imagine que tu reprends ces 3 colonnes justement et tu vas à nouveau, si le call to action à la fin de ta masterclass, c'est prends un call, tu vas pas non plus faire l'incitation vers achète mon produit, tu vas simplement faire l'incitation vers prends un call. Exactement. Et ça, c'est hyper important parce que la plupart des gens se concentrent, en fait, veulent mettre en place un système persuasif BOFU, donc bottom of the funnel, positionné au tofu, top of the funnel, et comprennent pas justement qu'il y a plusieurs couches persuasives qui sont nécessaires pour élever progressivement le désir et éveiller le niveau de conscience de l'individu pour faire en sorte que ça soit très fluide, très smooth et que derrière, on mène à bien l'opération et que la personne n'ait même pas eu l'impression qu'elle a été forcée vers quoi que ce soit. Alors, on va continuer sur ton modèle. En effet, donc tu tires un trait horizontal. Donc là, ça marche, on le fait. Et sur la première ligne, on va marquer système 1 et la deuxième ligne, système 2. Et là, tu as purement le modèle que je t'ai partagé. Ouais. Tu regardes tout ce qui est système 1, tu regardes tout ce qui est système 2. Donc là, c'est important de bien voir qu'est-ce qui pourrait être du système 2 qui va créer de la méfiance et un blocage, et comment tu peux le passer en système 1. Ouais. Donc là, pour renforcer ton modèle. Donc, on va prendre le cas de la masterclass. Imaginons, je fais un post LinkedIn. Wow, c'est intéressant. Tiens, je vais sur le profil, ou à masterclass, ou à la fin de ton post, on dit masterclass. C'est gratuit, c'est maintenant, j'y vais, tac. Et là, comment structurer ta masterclass? Donc déjà, tu donnes des incitations. Là, si tu fais, par exemple, une grande page de vente pour ta masterclass, pour du gratuit, ça ne marche pas. Ouais. Il faut faire que ce soit court. Parce que c'est court. incohérent. Headline, sub-headline, vidéo. Exactement. De toute façon, les infopreneurs, on a toujours l'impression qu'ils ont un temps d'avance sur le marketing classique, c'est incroyable. Et c'est ça, en fait, il faut faire très simple et on y va. Et ta masterclass, en fait, il y a une structure gagnante qui ressemble à une structure gagnante quand on présente une offre dans le B2B. Et ce qui est important dans la masterclass, sur la façon de le faire, c'est les gens ils donnent de la connaissance. Alors, c'est pas le bon terme. Il faut amener de la prise de conscience. Exactement. Et combien de prises de conscience? Et là, les gens, généralement, ils en font soit 7 ou 2. En fait, non, il y a un chiffre. Il faut que ça soit le chiffre 3. 3 prises de conscience qui cassent 3 fausses croyances. Et ça marche pour le B2C, hein. Encore une fois, ça va être pour le B2B, même pour d'autres produits, comme des produits SaaS, logiciels. Tu casses 3 fausses croyances d'affilée. Les gens ils disent waouh, ok, j'ai pas vu comme ça. Ah ouais, ok, là Et quand ils arrivent à cette masterclass, ils se disent j'ai appris quelque chose de nouveau. Ouais. Et même les meilleures masterclass, c'est j'ai appliqué la masterclass et j'ai eu des résultats. Si tu as ce niveau-là, alors tu fais de l'argent. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux créateurs de contenu. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir tout le temps, très régulièrement. J'ai appliqué vos conseils de vos posts et de vos emails et j'ai des résultats. Ça veut dire que mon contenu est bon, mais ça veut dire que derrière, je génère de l'argent. Si tu n'as pas cet effet-là, ça veut dire que ton contenu n'est pas bon. Ouais, clairement, il y a énormément de cohérence qui est nécessaire au travers de tout ça. D'ailleurs, tu me fais plaisir parce que du coup, vu qu'on est d'accord, ça veut dire que toutes ces années, sans forcément avoir fait les études et les recherches que tu as fait justement, je suis pas dans le faux, je suis plutôt dans le vrai, donc c'est rassurant. Plus sérieusement, c'est vrai que tu vois, typiquement, il y a un truc que je te posais la question et tu me disais non, c'est moi qui fais tous mes posts, c'est moi qui fais même mes illustrations, etc. Je le fais, je désire le faire au même titre que je mets autant de cœur et d'application à faire ça aussi proprement, aussi sérieusement dans mes produits, dans mes programmes que je suis en train de créer. Et c'est ce phénomène de cohérence justement, mais d'apport de valeur du début à la fin, parce que derrière, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se dire waouh, mais si pour, par exemple, je sais pas, si tu vends des programmes de formation, combien tu les vends, si par exemple pour 2000 €, pour seulement 2000 €, j'ai eu autant de valeur et j'ai eu autant de résultats, mais qu'est-ce que ça va être si je demande à Romain de m'accompagner en consulting et que je paye un consulting, je te dis une bêtise, à 8000, 9000, 30 000 € ou peu importe. Et c'est vraiment ce truc que j'incite les gens à le faire, que je fais aussi personnellement et qui est complètement différent parce qu'en plus de ça, il y a un concept que moi j'adore utiliser
Je l'ai conscientisé il y a de ça très peu de temps, grâce à quelqu'un qui m'a expliqué ce truc et il m'a dit, mais en fait, ce que tu es en train de créer avec ton audience depuis des années, c'est tout simplement une dette. Comment ça, une dette? Une dette de réciprocité. Parce qu'il y a des gens qui vont justement, grâce à toi, appliquer des choses, prendre conscience de certaines choses, créer un business, transformer leur vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a différentes choses qui font qu'ils ne vont pas devenir tes clients, tout simplement peut-être parce qu'ils ne sont pas ton avatar idéal, mais le jour où ils seront ton avatar idéal, et même ils vont mettre en place des actions pour un jour le devenir, la première des choses qu'ils feront, c'est t'appeler toi et pas un autre. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'effet de réciprocité, il est très très puissant. Ouais. En effet, tu as entièrement raison. Je n'ai même pas à compléter. En effet, on le retrouve dans la psychologie sociale. C'est une dette. C'est le ciment du lien social. Si on n'avait pas ça, ça serait pas fiable. On va dire que les relations humaines ne seraient pas aussi positives. Ouais. Donc c'est à partir du ciment du lien social, la réciprocité. Complètement. Très important. Complètement. Et je reviens sur un propos que tu as dit tout à l'heure, c'est tu disais j'ai révolutionné le système de vente d'une société, d'un grand groupe. Aujourd'hui, autant sur le marketing que sur la vente, sur Internet, que ce soit dans le monde entrepreneurial, infopreneurial, sur Internet, dans le consulting, dans le coaching, on entend tout et son contraire. Parfois, on entend aussi n'importe quoi. Quelles sont les plus grandes aberrations peut-être que tu as pu constater et voir dans l'industrie à l'égard de la vente et plus particulièrement du closing, parce qu'en plus le closing n'est pas juste devenu un art, mais il est aussi devenu une opportunité qui a été extrêmement démocratisée, où en gros on dit à des gens deviens closer en seulement 3 semaines, depuis chez toi en slip devant ton ordinateur ou dans ton canapé avec ton téléphone, tu vas pouvoir gagner 2 000 € par mois quasi sans rien faire en prenant seulement 4 appels, sans forcément avoir de compétences initiales, voire même si tu n'es pas à l'aise, c'est pas grave. La réalité, c'est que c'est faux et c'est souvent des discours marketing, parfois même fallacieux ou trompeurs, juste pour vendre une formation ou un accompagnement. Et ça crée en fait une sorte d'armée de soldats qui sont des centaines, des milliers, à être tous experts en vente et closer pro. Mais la réalité, c'est que derrière, les sociétés mettent entre les mains de personnes qui sont parfois incompétentes, hein. Pas tous, ça ne représente pas forcément une majorité ou autre, je suis personne pour dire que c'est la majorité, mais une partie du marché, ça pose problème. Et derrière, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, beaucoup de choses résident sur la vente finalement, parce que c'est vraiment la fin du tunnel. Et tu peux avoir le meilleur marketing du monde, le meilleur produit du monde, le meilleur positionnement du monde, la plus belle image du monde. Si finalement il y a un seul des éléments qui ne fonctionne pas, en l'occurrence ici la vente, la performance globale de ton business est directement liée à l'élément le plus weak de ton système. En l'occurrence ici serait la vente. Du coup, je sais que c'est un problème pour beaucoup d'entrepreneurs, petits, moyens ou grands. C'est justement ce système commercial, comment améliorer concrètement grâce à la science, grâce aux recherches, le commercial. Alors là, c'est une très bonne question que tu poses et elle est très conflictuelle. La recherche en marketing, il y a des laboratoires de marketing. Donc c'est naturel qu'on évolue. En France, il y a des laboratoires de marketing, il y a des recherches qui sont publiées tous les jours. Et ça a évolué d'un coup avec les neurosciences, donc il y a eu un boom. Mais il y a très peu de recherche dans la vente, on va dire la vente, le closing comme tu l'appelles, car c'est mal vu. Donc j'étais un des seuls à le mettre en place. Et c'est mal vu même aux États-Unis pour le coup. Il y a eu... Alors là, ça a explosé les recherches, mais 20 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup. Quand on parlait de techniques de vente, c'était pour amener les consommateurs à contrer les techniques de vente. On peut reprendre Robert Cialdini qui dit influence et manipulation. Voilà comment contrer finalement les techniques de vente. Le petit traité de manipulation écrit par Joe Beauvois. Pareil, comment aider les gens à lutter contre les techniques de manipulation, alors qu'en fait, ce sont les bouquins les plus achetés par les commerciaux. Et en fait, en tant que chercheur, il ne pouvait pas dire voilà comment vendre. Donc, c'est un milieu très compliqué. Maintenant, en effet, là, c'est là où on aura une distance avec pas mal de commerciaux. Alors, tu as cité 2 choses qui sont importantes. On a la vente dans l'info-entrepreneuriat, qui est différente de la vente d'une fenêtre, par exemple. Bien sûr. Ce ne sera pas le même script de vente, même si les deux vont finalement s'accorder. Les commerciaux classiques, on va dire, le commercial il y a 20 ans, qui vend des fenêtres ou des assurances, les assurances, puisque c'était mon domaine, ou de l'énergie, pourquoi pas. Et on ne vend plus comme il y a 20 ans, comme aujourd'hui. Il y a 2 raisons à ça. 1, ça a changé. Mais 2, les commerciaux modernes aujourd'hui, c'est très dur de trouver un commercial, mais ils ne veulent pas être dans cette image agressive du vendeur. C'est un truc qui est véhiculé par la télé, mais c'est pas vrai. Moi, tous les commerciaux que je forme, c'est des gens
qui veulent conseiller, qui adorent leur métier, qui veulent aider leurs clients et qui ne se reconnaissent pas dans ce côté vendeur. C'est pour ça qu'on a du mal à retrouver des vendeurs aujourd'hui, on n'en trouve pas. C'est très dur. Donc moi j'ai beaucoup de clients qui disent je galère à trouver un commercial bien formé. Donc en effet, il y a un gros business dans former des commerciaux parce qu'on est en manque. Mais pourquoi ? Parce que c'est mal vu. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Aujourd'hui, on ne forme pas les commerciaux comme il y a 20 ans. Dans le closing, en effet, on applique ce qu'on appelle, alors en France, on ne connaît pas trop le mot, mais ça s'appelle l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel dans le coaching, c'est d'amener la personne à passer à l'action. Pourquoi ? Parce que dans le milieu info-entrepreneur, les gens ne passent pas à l'action. C'est souvent des salariés qui doivent devenir entrepreneurs. C'est très dur avec nos inerties, nos limites, à passer, à devenir entrepreneur ou à faire des choses. Donc là, tu fais ce qu'on appelle un entretien motivationnel, où tu as la communication engageante, tu vas pousser la personne finalement à passer à l'action, ce qui n'est pas le cas d'une fenêtre, puisque la personne a juste besoin d'une fenêtre, elle fait un devis, et tu as 3 concurrents, et voilà, tu présentes ta fenêtre. Donc on est sur deux styles d'entretien qui s'est ancré dans ce domaine-là. L'entretien que moi je valorise, qu'on appelle l'insight, permet de répondre aux deux. Donc c'est-à-dire que ça marche pour vendre des fenêtres, mais aussi pour le coaching. Et je trouve que ma façon de faire pour vendre du coaching ou des produits entrepreneurs ou vendre des fenêtres, elle est bien meilleure, déjà scientifiquement meilleure que l'entretien motivationnel. Pourquoi ? Parce que l'entretien motivationnel, il est là pour pousser à l'achat. Vas-y, il faut que tu crois en toi, il faut que tu sois le numéro 1. Toi, dans ta tête, tu es on va dire le Alec numéro 1, tu veux devenir le Alec numéro 2. Qu'est-ce que tu dois faire pour passer le Alec numéro 2 ? Pour des Français, ça marche pour les Américains, et nous, on copie les Américains. Mais ça, pour la moitié, ça marche pas. Il y a des gens qui raccrochent, qui vont dire oui, parce que c'était dur, ils sont engagés, ils vont dire oui, puis après ils vont raccrocher, ils vont se barrer. C'est très bizarre, en fait, de faire ça. Et moi, je le conseille pas. J'ai vendu des produits infopreneurs pour des coachs, donc ça a très bien marché, et pour d'autres produits. Et la meilleure façon de faire, c'est de ne pas vendre. Donc de poser des questions. Les questions, par exemple, je vais donner un exemple. Tu veux vendre un site internet, tu peux dire est-ce que tu as une idée de votre nouveau site internet ? Voilà, ça c'est toute la question qu'il ne faut pas poser. Elle est pourrie, elle est naze, parce que ça amène la personne dans le système 2 à réfléchir. Non, tu lui dis pourquoi souhaitez-vous un site internet maintenant ? Tu as le pourquoi qui active la cause et le maintenant qui active l'urgence. Et tu commences à aller plus loin, tu creuses. Et là, la personne va parler de ses motivations profondes. Et c'est pareil pour quelqu'un qui veut devenir, justement pour les infopreneurs, c'est pourquoi aujourd'hui souhaites-tu changer ? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Selon toi, qu'est-ce qui fait que ? Toi, tu lui parles et tu essaies de faire un diagnostic de ses émotions et tu l'emmènes à comprendre finalement qu'est-ce qui est important pour lui. Mais tu l'as fait comme un médecin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un vendeur dans les deux cas, même pour vendre des fenêtres. Tu es un médecin. Et tu es un médecin qui essaie de guérir ou d'aider ton patient. Si tu ne peux pas l'aider, tu ne lui vends pas. Si tu peux l'aider, tu peux lui vendre. Mais quand tu vas comprendre le diagnostic, qu'est-ce que fait un médecin ? Il ne vend pas son produit. Un bon médecin, il va te donner de la connaissance, il va te donner de la prise de conscience, il va te dire, en fait, si tu as ce problème-là aujourd'hui, c'est à cause de ça. Et ta solution, c'est ça. Et la personne doit se dire, ah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'insight. Si tu arrives à créer une prise de conscience chez ton client, après la phase des questions, sans parler de ton produit, sans parler de ton offre, et bien là, tu vas créer un effet de dopamine, parce que la nouveauté active la dopamine, la prise de conscience active la dopamine, et là, tu vas dire waouh. C'est vrai que le mot nouveau, je te coupe, excuse-moi, le mot nouveau est très puissant. Très puissant, ouais. Et alors, c'est pas un nouveau produit qu'il faut proposer, c'est vraiment une question de nouveau. Il faut que la personne se dise, j'avais pas vu cette façon-là, j'avais pas vu mon problème comme ça. Ah ouais, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Ah ouais, je connaissais pas ça. Souvent, les gens, c'est de la manque de connaissances. Ils savent pas en fait qu'ils peuvent faire que ça existe en fait. Ils ne savent pas. Et là, on leur apprend que si, en fait, aujourd'hui, les gens gagnent de l'argent en faisant ça. Donc là, tu apportes de la prise de conscience. Imaginons, je vais reprendre un des exemples très simples. Une véranda. Voilà, on va prendre pour... tu peux... la personne, bonjour, je veux une véranda. Tu peux poser des questions et dire, voilà, je vous conseille celle-ci. Ou tu peux dire, ok, ce qui est important pour vous, pour votre véranda, par rapport à votre jardin, ça va être ça. Vous m'avez dit que vous voulez du gris, du noir, je vous le conseille pas. Pourquoi ? Parce que ça fait vieux. Et là, tu dis, waouh, ok, tu apprends plein de choses. Et là, tu crées de la confiance. Alors que les autres, qui vendent des vérandas, c'est des techniciens. Tu as la véranda 1, la véranda 2, puis ils présentent toutes les vérandas et tu dois choisir à la fin. Tu vois, la différence, elle est là. Et donc, si tu apportes à cette prise de conscience, déjà, les ventes vont augmenter. Parce qu'ils ont confiance en toi. Ils vont dire, waouh, c'est génial. Et c'est ça que nous, on a mis en place pour vendre plein de produits, en fait. Ça marche pour vraiment beaucoup de produits. Et notamment... Aujourd'hui, en France, dans le milieu infopreneur,
c'est vraiment la technique que je conseille, c'est d'apporter de la connaissance. Ouais, je te rejoins et justement après la phase de vente, et c'est très intéressant que tu la mettes avant cette phase de vente, cette phase d'apport de connaissances. Tu disais, tu as l'offre et tu parles après éventuellement de l'offre qui vient répondre justement à ces besoins, à ces prises de conscience, de connaissances. Il y a une question qui est très souvent posée et j'ai rarement eu l'opportunité de la poser justement à un chercheur, à quelqu'un qui comprend justement le cerveau, la science, les prises de décision et qui l'a appliqué justement à l'influence, la manipulation, le marketing, bref. Comment créer concrètement une offre irrésistible? C'est quoi une offre irrésistible pour celles et ceux qui nous écoutent? Parce que ce phénomène de offre irrésistible, qui est aussi beaucoup tiré des États-Unis d'ailleurs, il y a beaucoup de choses d'ailleurs qu'on tire des États-Unis et qui sont littéralement copiées-collées des États-Unis par beaucoup sans même comprendre les tenants et aboutissants, et c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas forcément parce qu'on n'est pas du tout dans la même culture, on n'est pas du tout dans la même énergie. Bref, comment pour le marché francophone qui nous écoute, créer une offre irrésistible? Alors la formule, on va dire scientifique, la formule, voilà, je vais le redire, bien évidemment, il faut qu'elle soit système 1, il faut qu'elle soit fluide. Ouais. La plupart des offres où ça bloque, c'est que quand tu crées du doute, tu crées une friction. Et la friction active ce système 2 en disant « Ah, je vais étudier ». Mais ton cerveau, si tu actives du système 2, ça c'est un chercheur qui était brillantissime, qui m'avait donné le truc, l'hypothèse, c'est que ça active de la méfiance. Donc, dans ton cerveau, c'est la méfiance, mais inconsciemment, tu actives de la méfiance. Donc, quand tu dois rechercher de l'information, ou quand il y a un doute, méfiance, déjà l'achat, il est peu probable. Tu n'achètes pas avec du doute. Alors, tu peux avoir ce doute à la fin, regretter, tu peux, voilà, encore cette phase de flottement, sans aucun problème. Et donc, dans le marketing, il faut que vraiment l'offre irrésistible, il faut aucun doute. Ensuite, tu dois la structurer. Par exemple, mettre les témoignages au début n'est pas une bonne idée. Ça peut être utile quand tu es une grande autorité, mais ce n'est pas sinon, en général, une bonne idée. Donc, une offre irrésistible, c'est une offre qui est ultra claire, où tu apportes des soulagements précis, qui est parfaitement adaptée à ce que toi, tu peux consommer. Elle va activer le problème du client, donc il y a une compréhension globale. Dedans, dans la page de vente, moi, j'apporte de la connaissance en disant « tu as ce problème-là parce qu'il y a ça, ah ouais, j'ai pas fait le lien ». Et elle doit être émotionnelle, purement émotionnelle sur tes frustrations principales. Donc ça, c'est super important, pas trop non plus, mais se focaliser sur ce qui est le plus important pour lui. Donc ça, c'est, on va dire que, voilà, donc une proposition de valeur unique, tu comprends, 3 revendications. Voilà, tu mets 3 choses qui te soulagent, 3 points. Ah ouais, ok. Donc déjà, tu as compris toute l'offre en 2 sections. Tu descends, tu montres un avant-après, ou une étude de cas, mais simple, pas un truc compliqué, en mode système 1. Tu vois un avant et tu vois un après. Tu dis, ok, c'est clair. Ok, tu vois, ton cerveau, il comprend clairement pourquoi et comment il peut visualiser les résultats. Il doit la visualiser, il doit se projeter. C'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. On le fait aussi dans l'entretien de vente. C'est-à-dire que tu dois emmener la personne à voir comment elle sera. Mais par contre, tu ne peux pas lui dire, imagine-toi dans 5 ans. Ça ne marche pas. C'est une connerie qu'on trouve chez des infopreneurs. Oui, imagine-toi dans 5 ans sur la plage. Personne ne fait ça. Par contre, quand il voit, tu lui imposes. Tu leur imposes la situation. Mais le mieux, c'est de le voir avec des gens, avec des témoignages, parce que ça, c'est ultra crédible. Les témoignages permettent, en fait, de passer outre le système 2. C'est du système 1 pur. Donc, les témoignages, ça réduit l'anxiété. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a fait X, il est passé à Y, A, il a fait B, ça, c'est le plus fort. Témoignage, mais il y a une façon de montrer les témoignages. Et pour que l'offre soit irrésistible, il faut que le témoignage commence par le problème, ce qu'on appelle le témoignage inversé, et montre le parcours, et montre ses doutes dès le départ. Au début, j'avais pas confiance à la formation, j'avais peur que je n'ai pas de résultat, mais je me suis quand même lancé parce que j'avais quand même vu des témoignages, ça m'avait un peu motivé, et puis finalement, incroyable, et tac. Et là, waouh, ben ça c'est ultra irrésistible pour acheter derrière. Donc en fait, les témoignages, ça ne suffit pas, il faut avoir des bons témoignages, il faut savoir bien les structurer. Ça fait partie de l'offre irrésistible. Pour que l'offre soit irrésistible, il faut parler de sa mission. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu as envie ? Qu'est-ce qui t'empêche ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ça ? Toi, dans les marques Respire, Alsat, ils ont une mission. Mais en donnant ta mission, tu crées une connexion ultra violente, en fait, ultra forte avec ton client. Parce qu'il achète toi avant tout, il achète ta mission, il achète ton pourquoi. Donc ça, tu le rajoutes encore. Donc là, il a emporté. Ah ouais, mais moi aussi, je suis d'accord. La mission. Donc, une petite section sur la mission, sur pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi, ça fonctionne super bien. D'ailleurs, il faut d'ailleurs une section pourquoi acheter ce programme. Et tu donnes 3 points, c'est très fort. Ça aide le cerveau à structurer encore, c'est très système 1.
Donc, moi, je pourrais en parler des heures, hein, parce que là, le truc parfait, c'est beaucoup d'A/B testing et beaucoup de connaissances, mais tu peux raconter ici des histoires, mais bien structurées en 7 points. Les histoires, c'est un hack ultime. Plus fort que l'avant-après d'ailleurs. Ouais, clairement, le storytelling. Alors, avant, on pensait que l'avant-après, étude de cas était numéro 1. Mais en fait, on a vu que les histoires, ton cerveau ne les évaluait pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du. Normalement, ton cerveau évalue la crédibilité d'une information. Donc, toi, tu passes pas. Toi, c'est comme à l'aéroport. Tu as une information qui arrive, tu demandes le passeport. Tu regardes, tu passes pas. Eh ben, l'histoire, elle passe sans passeport. Tranquille. Là, tu as une histoire, vas-y, passe. C'est gratuit. Il n'y a pas de système 2 qui s'active. Okay. Donc, l'histoire, tu peux injecter des informations sans être contrôlé. Et tu vas y croire. Pourquoi ? Ben, c'est la même façon que tu crois aux films, aux séries. Si tu pleures, c'est que tu y crois. Ton cerveau, en fait, ne sait pas que l'histoire elle est fausse. Donc, c'est pour ça que tu as autant d'émotions. Sinon, on est rationnel. On ne devrait pas avoir d'émotions pour quelque chose de faux. Mais pourtant, on y croit aux histoires. On croit aux films. Parce que ton cerveau, il croit. Toi, tu n'y crois pas parce que ta conscience n'y croit pas. Mais inconsciemment, il y croit. Ouais, je vois. Et justement, tu utilises ces termes conscient, inconscient. Quelle est la place et la puissance de l'inconscient justement dans le marketing, dans une bonne formule marketing ou dans la vente en général pour un système qui est vraiment performant? Parce que la plupart des gens restent justement dans ce système 2, restent dans le conscient uniquement, mais ne comprennent pas justement l'importance d'aller chercher l'inconscient. Mais en fait, la décision, elle est prise de façon très inconsciente. On ne sait pas pourquoi on prend nos décisions. Et vu qu'on ne sait pas pourquoi on prend nos décisions, c'est l'apport des neuromarketing. Donc il faut comprendre les leviers de cet inconscient. Par exemple, pour un client en Belgique, ils vendent des formations en ligne pendant le Covid sur comment faire la cuisine italienne. Il avait mis « Apprenez pas à pas la formation italienne ». C'est cool. Apprenez pas à pas la cuisine italienne. C'est une bonne phrase. Mais est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire « Hey, le premier cours de cuisine qui amène tes amis à te dire « Waouh, mais quelle est ta recette ?» Car si tu veux apprendre la cuisine, c'est pour toi ou pour les autres. Cette phrase, il a explosé, juste une phrase, il a explosé le taux de CTR, enfin le taux de clic et le taux de vente. Parce que vu que tu exploses ton CTR, tu exploses aussi les ventes derrière. Juste en une phrase. Toi, je t'emmène. Donc, tu achètes quand même beaucoup avec les émotions et tu vas rationaliser. Ouais. Exemple. Ça, c'est un bon hack. Je vends des fenêtres écologiques. Mais les gens, en fait, ils vont dire « Ouais, je suis écologique ». Mais ils s'en foutent de l'écologique inconsciemment. Donc, ils vont pas, parce que c'est plus cher, donc ils vont pas le faire. Par contre, si je te dis « Les fenêtres en aluminium », ou tes voisins vont être jaloux de tes fenêtres aluminium. Donc, c'est-à-dire que quand les gens vont passer dans ta maison, vu qu'on peut évaluer la qualité d'une maison juste en regardant ses fenêtres, si tu observes de l'aluminium, c'est forcément que la personne, à l'intérieur, il est beau et que la maison, elle a de la valeur. Et là, en donnant cet argument-là, d'une meilleure façon, mais je l'ai mis sur la page de vente, vos voisins vont être jaloux de vos nouvelles fenêtres en aluminium, en mode rigolo, quoi. Mais ça activait quelque chose en disant « Ah ouais, c'est vrai ». Et vu que là, actuellement, il est au prix du PVC, du plastique, du PVC, avec une réduction, c'est un peu plus cher quand même, mais ça vaut le coup quand même. Mais là, les gens, ils achetaient. Mais après, ils vont venir te voir, ils vont dire « J'ai acheté mes fenêtres en aluminium, c'est parce que c'est plus écologique ». C'est pas vrai. C'est pas l'argument qui a fait que ça marchait, parce que ça marchait pas quand je disais que c'était écologique. Donc tu vois, c'est ça l'inconscient. C'est qu'est-ce qui motive réellement ta prise de décision dans l'achat. Ouais. C'est ce qu'on appelle les déclencheurs d'achat. Quand tu trouves le déclencheur d'achat, moi je fais pas de persona, il a 48 ans, il vit avec Martine, ça c'est des conneries du marketing. Moi je fais un truc très simple. C'est quoi son désir, c'est quoi ses contraintes, et c'est quoi ses déclencheurs d'achat. Tout est dans le déclencheur d'achat. Qu'est-ce qui va faire qu'il va passer à l'action ou pas? Quel est l'élément, l'argument qui va faire que? Et en travaillant sur ça avec les stratégies, on va dire neuromarketing ou marketing, moi je fais que ça avec les clients et c'est ça qui fait que ça marche. Là j'ai un client qui cartonne avec des architectes, il a envoyé plein d'emails, ça ne marchait pas. J'ai trouvé le déclencheur d'achat et dans ces emails, il a des réponses. Donc on a un avant à 0 et on a un après où il a des réponses avec une phrase. C'est pas quelques mots, c'est beaucoup de recherche derrière, c'est beaucoup de compréhension. Parce que inconsciemment, c'est ce que l'architecte recherchait réellement pour répondre aux mails. Et répondre aux mails, c'est du temps, c'est de l'énergie que tu lui demandes. Clairement. C'est super intéressant. Il y a autre chose qui est inconscient, justement, c'est les croyances. Les croyances limitantes en particulier. Tu vois, typiquement, la croyance de... Enfin, pour moi, le syndrome de l'objet brillant, c'est une croyance. Le syndrome de l'imposteur, c'est une croyance. Il y a beaucoup de croyances dans l'entrepreneuriat qui fait que les gens n'exploitent pas leur potentiel, même peut-être n'en prennent pas conscience, justement, ne sont pas éveillés à ça, etc. Et les brident, les empêchent, créent des plafonds de verre, conscients ou pas. Comment, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, tu t'y prendrais pour concrètement
briser une croyance, vu que ça a été aussi ton métier pendant un certain temps, notamment d'un point de vue judiciaire, etc., et que tu l'appliques aussi au marketing, comment briser une croyance, créer de nouvelles croyances peut-être derrière, et faire en sorte que ces croyances soient aidantes plutôt que limitantes? Alors, là, on rentre dans la psychologie. Je ne suis pas le meilleur pour, je pense, à vaincre ces croyances limitantes aux personnes. En fait, si, en fait, c'est la même chose. Puisque dès que tu achètes un produit, tu as des croyances de base, sur un matelas ou autre, et en fait, toi, tu vas orienter sur autre chose. C'est le recadrage cognitif. C'est de lui donner une autre perception, un autre angle. Mais c'est pas évident, parce que ça dépendra de quel style de croyance on est bloqué. Et en France, on est dans un système où tout est ordonné finalement avec une école gratuite, une formation gratuite. Tout est comme si on va nous donner un travail, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays en fait. Enfin, c'est très français. Et donc du coup, toi, on est normé. On a cette norme-là. On n'apprend pas à entreprendre, on n'apprend pas à prendre des risques, on n'apprend pas. C'est pas évident. C'est notre culture. Il y a des défauts, des qualités. C'est ok avec ça, pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus dur pour quelqu'un de se lancer. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en plus, tu as les autres qui projettent les peurs. Ouais. Donc tu as tout pour pas te lancer. Et là, il faut vaincre le regard de l'autre. Et il faut vaincre ses propres peurs, en sachant qu'en France, on a la chance d'avoir le chômage pendant 2 ans. Ça, c'est un avantage qui est quand même sécurisant. Et donc là, le seul moyen, je pense, c'est ce qu'on appelle la motivation. C'est qu'il faut donner un recadrage différent, un autre point de vue, en posant les bonnes questions, en créant de la prise de conscience, en lui montrant, tout simplement, un autre angle qui n'a pas été vu, qui va faire que ça va être déclencheur. Ça, c'est le premier point. Donc vraiment toujours recadrage cognitif sur une prise de conscience que la personne n'a pas vue, un autre point de vue qui semble évident. Et ensuite, derrière, c'est la motivation qui va l'emmener à passer à l'action, je pense. Et encore une fois, je ne suis pas le meilleur dans ce sujet-là, parce qu'on est vraiment dans le coaching finalement, mais vraiment, moi, je jouerais beaucoup sur la prise de conscience, sur tous les produits qu'on vend, où la personne justement va chercher un prix, ou cherche un truc précis, parce qu'elle a une croyance prix. En fait, pour vendre de la valeur, que toi tu vends de la valeur, tu refais un recadrage cognitif. Okay. Donc, tu as des techniques pour le faire. J'en ai donné une qui est la prise de conscience, donner de la connaissance. Après, tu en as une autre qui marche plutôt bien. Si tu veux, c'est une grosse technique que je te donne là. Ça a permis de vendre beaucoup de produits. Imaginons que tu arrives avec la croyance prix. C'est une croyance limitante. Pour moi, je veux une fenêtre pas chère, isolante, le moins cher possible, ou je veux une formation pas chère. Ou un site internet. Je veux un site internet à 400 €, 800 € car j'ai vu ça, que c'était les prix. Sauf que moi, je fais des sites web à 12 000 € ou 6 000 €. Donc, tu vois que moi, je vends du prix. Donc, j'ai 2 comportements que je peux avoir. Le premier, c'est, nous, on ne fait pas des sites web à 400 €. Nous, on fait des sites internet à 6 000 €. Tu pourrais te dire ça. Donc, tu pourrais totalement dire que tu n'as pas le produit. Mais souvent, les entrepreneurs vont donner directement des arguments. Voilà, nous, ce qui est important dans un site web, c'est ça, ou dans la fenêtre, ou dans la formation. Nous, on ne fait pas de formation à 2000, à 6000, parce que dans notre formation, il y a ça. Tu vois, ils commencent à vendre leurs produits, à justifier leur prix, et ça ne marche pas, en fait. Ça, c'est une belle erreur. Alors, parfois, ça peut marcher, mais généralement, ça va être compliqué pour le commercial, ça va être compliqué pour l'entrepreneur. Quand quelqu'un, il a un prix en tête, une croyance prix, tu veux passer en croyance valeur, c'est super compliqué. Donc, je vais donner un exemple concret maintenant. Comment tu peux faire, grâce à la communication engageante, pour passer la personne au prix à la valeur. Il faut que ça vienne d'elle. Donc, tu pourrais dire, aujourd'hui, vous voulez des fenêtres isolantes, juste isolantes, ou pour vous, le design de la fenêtre par rapport à votre maison, c'est important pour vous. Ah oui, le design, c'est important pour moi. Tu vois ? C'est lui qui me demande du coup le design. Le design, c'est plus cher. Le sur-mesure, c'est plus cher. Forcément. Donc, c'est lui qui demande, c'est pas moi. Votre site internet, vous voulez juste un site internet vitrine ou vous voulez un site internet qui, quand les gens ils arrivent, ils disent waouh, ils veulent prendre contact avec vous et qui convertissent. Parce que les gens ils vont aller voir plusieurs sites. Donc vous, c'est juste que pour avoir vos coordonnées, montrer que vous avez un site internet, ou vous comptez sur votre site pour faire des ventes. Ah bah non, moi je vais faire des ventes. Ah, ok. Tu vois, là du coup il change. C'est lui qui demande, c'est pas moi. C'est juste une question que je posais. Est-ce qu'il veut A ou B ? C'est pas moi qui dis attention, si vous voulez un site internet, il y a site internet, site vitrine, ça marchera pas trop bien. Il faut des sites qui convertissent avec la psychologie. Là, je commence à vendre, je commence à argumenter, on n'a pas confiance. Et là, où mes recherches, je n'ai même pas parlé d'ailleurs de ça, ont apporté, l'élément que j'ai apporté dans cette recherche, c'est que quand tu commences à vendre,
tu crées une réactance psychologique, un blocage chez la personne. Et là, on l'observe qu'il y a un blocage. Même quand la personne demande, tu veux un meuble, bonjour, je veux un meuble, tu commences à me présenter les meubles, la personne est méfiante. Parce qu'on a associé directement, inconsciemment, la vente à la méfiance. Et c'est normal de se méfier. On va commencer à analyser tout simplement ce que la personne va nous dire, voir si c'est vrai ou pas, ce qui est naturel en fait. Alors que quand tu poses cette question-là, il n'y a pas de cette méfiance. Tu vois ? Donc un site internet, quand tu vas dire, voilà, si vous voulez un site internet qui convertisse, tu veux un accompagnement, tu veux juste un accompagnement pour avoir quelques informations, quelques conseils, ou tu veux quelque chose où vraiment on rentre en profondeur, qu'on rentre dans le détail, et qu'un accompagnement avec plusieurs semaines, où on fait par étape, l'étape 1, ça. Ou tu veux juste là des conseils pendant quelques jours. Non, moi j'ai besoin d'un accompagnement. Mais tu vois, automatiquement c'est plus cher. Mais lui il le voit, c'est lui qui demande. Et tu ne vends pas toi. C'est lui qui l'amène. Ouais. En posant des bonnes questions. Et ça, c'est ce qu'on appelle la communication engageante. Il s'est engagé lui-même à dire que c'était important pour lui. Et ça marche aussi pour les contrats d'assurance, pour les extensions de garantie. Ça marche pour tout, en fait. Ça, c'est ce qu'on a mis en place auprès des commerciaux. Ok, je vois. C'est super intéressant. Et justement, il y a un sujet sur lequel j'avais envie de rebondir. Je sais que tu as été très actif dans le monde des crypto-monnaies et du Web3 pendant la phase de bull run, etc. Et même avant, notamment aussi pendant la phase des NFT. Où tu avais notamment un ou des CryptoPunks par exemple, pour ne citer que ce projet, etc. Mais du coup, ça veut aussi dire que tu étais là au tout début, peut-être lié à ce monde geek ou hacker, etc. Peu importe. Mais au final, il y a un truc qui est un dénominateur commun de la hype des NFT, et c'est vraiment la hype, c'est le FOMO, et c'est énormément de principes marketing, c'est énormément de principes liés justement à la psychologie humaine, à la psychologie de la manipulation, l'influence, etc. Et le fait d'avoir peur de passer à côté de quelque chose. J'imagine qu'un profil comme toi, en étant doté de certaines compétences de compréhension que la plupart des gens n'ont pas, en étant passionné par un sujet et acteur de ce même marché, tu as analysé le marché en question, et si tu devais intellectualiser la chose et rationnellement nous expliquer pourquoi, selon toi, il y a eu une telle hype des NFT où on a eu des volumes qui étaient complètement dingues, des images qui ressemblaient à rien, qui valaient des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars, qui aujourd'hui ne valent que quelques dizaines de dollars ou centaines de dollars, à quoi c'est dû ? Alors, c'est une question très intéressante puisque tu mets le point sur une autre part du luxe qu'on appelle inutile, donc forcément indispensable. C'est un peu un gimmick qu'on a, nous, ça dans le marketing du luxe ou du... Enfin, c'est un truc qu'on partage. Les NFT, donc en effet, j'ai été dès le départ. Moi, j'étais sur les œuvres d'art, sur Artblocks, où c'était quand même des vrais artistes et qu'on retrouvait tout simplement des achats très élevés, comme on le retrouve avec les œuvres d'art de façon classique. Donc, c'est le fait de posséder l'œuvre d'art. Et c'est de l'art génératif, donc il y a quand même des œuvres qui sont incroyables. Donc, je vais quand même revaloriser un peu les NFT puisque c'est très critiqué. Il faut savoir que grâce aux NFT, on peut faire ce qu'on appelle de l'art génératif. Donc le créateur injecte des idées, des éléments, et il y a un caractère aléatoire qui va arriver, il va créer quelque chose d'autre en fait. C'est un peu comme l'univers. Dans l'univers, on a des règles, puis il y a un côté aléatoire, probablement aléatoire qui s'est créé, on ne sait pas, mais tu vois, c'est un peu cette philosophie. Alors, en philosophie, soit c'est que tout est hasard, soit tout a une cause. Et aujourd'hui, des nouvelles philosophies commencent à mélanger les deux. Et là, pour la première fois, on avait des créateurs, des artistes qui pouvaient finalement poser une œuvre et utiliser l'IA de l'époque, qu'on appelle un IA symbolique en fait, qui va générer aléatoirement des éléments, qui va proposer des choses à partir des éléments qui sont parfois même impossibles. Et on tombe sur des œuvres qui sont générées de façon aléatoire. Et là, tu dis waouh, incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite la valeur va être créée dans Discord notamment, où les gens vont parler regardez cette œuvre-là, c'est incroyable, et ça va commencer à créer cet effet de rareté. Ça, c'est ce qui se passait avant que tout le monde en parle, et les gens qui sont dans le domaine achetaient plutôt des œuvres d'art, et on avait des CryptoPunks. Les CryptoPunks, c'était pas une œuvre d'art à la base, c'était juste que c'était quasiment les premiers NFT qui sont vachement bien générés avec très peu de pixels, donc qui sont plutôt beaux avec très peu de pixels. Et ce sont les premiers. Et donc, si j'ai investi à l'époque dans les CryptoPunks, c'est parce que c'était des vestiges et que ce seraient des vestiges. Donc aujourd'hui, je pourrais prédire, je pense que ça va un jour monter, parce que dans tous les cas, que ce soit moche ou pas, ce sont quasiment les premiers NFT générés. Et donc, c'est un côté historique. Et après, les œuvres d'art. Et ensuite, il y a eu en effet tout ce qui est des avatars. Et là, on est parti un peu, vraiment ça qui a explosé et que tout le monde s'est mis dedans, alors qu'en fait les gens dans le milieu ont fait de l'argent sur l'art,
largement sur Roblox. Clairement, si vous regardez tous les profils qui ont régulièrement fait de l'argent dessus, c'est achat et vente d'art. Et on a eu tous les bourrides, les singes, les bourrides et tout ça qui ont cartonné, et c'était un peu la Rolex. C'est qu'aujourd'hui, quand tu étais sur Twitter, tu montrais que tu avais acheté tout simplement le Cool Cat, et là, tout le monde achetait parce qu'on savait que ça allait, prendre de la valeur, et c'est exactement le même marché que l'art. C'est de posséder quelque chose que les gens n'ont pas, et qui te permet de te distinguer. Donc pourquoi investir dans un CryptoPunk ? Tu montres que tu as de l'argent, mais pas avec une Rolex, mais dans le digital, donc c'est la même chose qu'une Rolex ou qu'une Patek, et que du coup, les gens disent « Ok, ce mec-là, il est riche ». Donc c'est pour ça que c'était intéressant d'acheter un NFT reconnu. Ça t'offre un statut. Ça t'offre un statut au même titre que le luxe, exactement le même titre. Aujourd'hui, réellement dans le marketing de Rolex, c'est « Tu as réussi ta vie ». C'est-à-dire que quand tu achètes ta Rolex, ta première Rolex, et après tu accèdes à d'autres Rolex, c'est montrer que tu as réussi ta vie. Quelqu'un qui est de base très riche, qui a toujours été très riche, qui est héritier, on va dire, n'achète pas de Rolex, puisqu'il a déjà réussi par ses parents. Donc il est héritier, ou qu'il a eu beaucoup d'argent, il n'a pas besoin de prouver qu'il est riche, donc il n'a pas besoin d'acheter la Rolex. Donc chacun a un besoin. Il a acheté plutôt une Philippe Patek pour montrer aux riches qu'il est riche. Mais Philippe Patek n'est pas connu, Patek Philippe, pardon, n'est pas connu chez les personnes qui ont moins d'argent. Donc tu vois, c'est des cadres en fait. Et les NFT, c'est pareil, mais dans le milieu digital. Donc un jour ou l'autre, ça va reprendre quand ça va encore évoluer. Et oui, tu auras sur LinkedIn, à Twitter, tu vas montrer que tu es possédeur de ces NFT pour montrer tout simplement que tu as de l'argent. Voilà comment c'est expliqué le Moon Run. Et donc, tu as toujours un côté émergent. Puis, de toute façon, tu as ce côté-là. Puis ça va reprendre doucement. Et ça va être dans la culture un jour ou l'autre. Ça sera intégré aux jeux vidéo. Ça sera intégré dans les diplômes. Il y a beaucoup de faux diplômes. Donc, on aura un code NFT pour vérifier nos diplômes sur la blockchain. C'est quelque chose qui va se reprendre. Qui va être naturel dans le côté, dans les notaires. Quelque chose qui va être gardé dans les NFT, ce sera l'art génératif et les autres formes d'art. Ça, ce sera quelque chose qui va évoluer, j'y crois encore beaucoup. On aura des avatars qui vont garder, parce qu'on a toujours besoin d'une Rolex, on a toujours besoin de montrer son statut. Et justement, donc pour toi, ce côté complètement irrationnel du marché des NFT, à ce moment-là, en tout cas de cette hype qui était en 2021, etc., sur ces périodes, c'est essentiellement dû à la recherche de reconnaissance, d'acceptation et au statut, plus que au FOMO, donc Fear of Missing Out, peur de passer à côté de quelque chose, et donc vraiment clairement cette recherche perpétuelle purement mercantile. Il y a eu les deux, puisque quand tu as... je pense que ça peut être intéressant aussi d'appuyer justement donc, sur ce phénomène. On a les gens qui gagnent de l'argent, qui montent leur statut, donc eux ils créent de la valeur, donc ça crée de la valeur puisqu'ils les achètent, et cette valeur crée un marché. Et de ce marché, du coup, t'en as qui vont s'y intéresser, et on voit que vu qu'il y a la valeur, donc un marché, donc il y a un prix. Donc il y a un prix qui va monter ou qui va descendre. Voilà, c'est le principe du marché. Donc là, il était intéressant de se dire, qu'est-ce qui va être le prochain grosse opportunité quand on entend des gens qui sont devenus millionnaires très rapidement parce qu'ils ont acheté des œuvres d'art notamment, ou des bored, ils les ont gardés, les CryptoPunks, tout ça, qui ont explosé. Donc on se dit, mais quelle est la prochaine série qui va exploser? Donc on a ce côté peur de manquer une opportunité qui est extrêmement violente parce que on a peur de regretter de manquer ça. Il n'y a pas plus souffrant. En fait, quand tu regardes dans un cerveau, l'émotion qui s'active, qui est la plus intense en termes d'activité, c'est la peur du regret. On déteste regretter. Le regret ou la peur du regret? La peur du regret. D'accord. Pas le regret. Le regret, c'est que tu le vis. Mais l'anticipation de vivre le regret, c'est super violent. Et donc c'est ça qui va nous faire passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on va investir et qu'on va acheter en disant ça c'est le prochain, donc on va prendre des informations, puis après les gens ils vont truquer le marché, tout ça, comme les œuvres d'art en fait. Mais je rebondis juste une parenthèse parce que ce que tu me dis est très intéressant avec la peur du regret. Tu dis que ça va peut-être te forcer à passer à l'action, mais ça va aussi te forcer à rester dans l'inaction parfois. Parce que tu vois, tu te dis, et contredis-moi si je me trompe, mais imaginons t'as ton business, tu fais un peu d'argent, mais tu sais que c'est pas la meilleure stratégie. Il y a cette stratégie qui paraît aussi très très bien et très pertinente, mais tu te dis, et si cette stratégie elle marche pas et en la mettant en application je perds celle-ci, j'ai peur justement de regretter le fait d'avoir abandonné ma stratégie initiale pour essayer celle-ci, etc. Donc il y a peut-être aussi ce phénomène ça justifie dans une certaine mesure l'inaction de certaines personnes. Ça peut considérer le pro comme le perso. C'est le même en fait. C'est que la peur de regret, c'est la peur de faire une action ou de ne pas la faire, l'émotion sera le regret. Donc je n'achète pas, car j'ai peur de regretter d'avoir mis 12 000 € dans une formation par exemple, ou 2 000 €.
et qu'en fait, ça m'aide pas. Donc, j'ai peur de ce regret. J'ai peur de ne pas acheter ce produit qui a le potentiel finalement que j'achète là à 800 € et qu'en fait il va valoir peut-être 1 million ou peut-être 200 000 ou peut-être 20 000 € en fin de semaine. Et tout le monde en parle. Ouais. Donc j'ai peur de pas finalement. En fait, c'est le même traitement. Je vois. Donc que tu passes ou tu ne passes pas à l'action, c'est la décision. C'est comme au poker. Est-ce que je dois prendre une décision ou pas? Donc c'est exactement la même chose. Donc c'est une question de décision. Donc la question qu'on te pose, c'est est-ce que tu dois prendre une décision ou tu ne dois pas la prendre? Est-ce que je dois jouer cette main ou je ne la joue pas? C'est ça. Et c'est le jeu, si tu gagnes, bah, tant mieux. Si tu perds, tu vas regretter. Donc en fait, tu évalues le coût-bénéfice et le coût de la perte. Donc en termes de probabilité, quelle est la probabilité de perdre, quelle est la probabilité de gagner? Et c'est là qu'on ne sera pas tous identiques, puisque tu as des gens qui ne sont pas forcément bons à ce moment-là sur le côté calcul, car les émotions vont faire que tu vas prendre la mauvaise décision, généralement. Enfin, pas forcément, mais parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et c'est là qu'il te faut beaucoup de prendre du recul en disant ok, en termes de probabilité, qu'est-ce qui fait que je pourrais gagner ou pas? Est-ce que c'est logique de mettre tant? Ou est-ce que je fais all-in ou pas? Certains ont mis beaucoup d'argent dans le NFT. Donc j'ai quelqu'un que je connais qui a pris 70 000 € de son compte et qui a acheté plein de Cool Cat. Et le Cool Cat, tout est acheté. Mais il a fait quasiment all-in sur sa vie, quoi, finalement. Incroyable. Alors qu'un investisseur plutôt rationnel va dire en termes de probabilité, j'ai une probabilité que ça monte. Je vais investir du coup 2%, 3% de mon portefeuille. Ou 3%. C'est descendu, c'est pas grave. Tu as perdu 2 ou 3%. Mais en faisant ce choix-là sur le long terme, tu es gagnant. Bien sûr. Tu vois, c'est de voir sur le long terme, comme au poker. Donc la peur du regret, est-ce que c'est lié à la décision que tu vas prendre? Achète ou pas? Ouais, je vois. Ouais, c'est important de le notifier, de le spécifier. J'ai encore 2 dernières questions pour toi. La première concerne la dopamine, la sécrétion de dopamine dans le cerveau et qui fait que ça pousse justement les gens à l'achat ou à l'action dans une certaine mesure. Et plus spécifiquement dans les business type SaaS, abonnement, plateforme, marketplace ou peu importe, c'est le phénomène et le principe de gamification qui est extrêmement intéressant dans le business, que tu maîtrises aussi justement et qui en plus est lié un peu à ton passif, notre passif commun du jeu vidéo. Est-ce que tu peux expliquer à celles et ceux qui nous écoutent la puissance justement de la gamification et qu'est-ce qui fait que la gamification en général sur ce type de plateforme ou n'importe lesquelles est omniprésente ou devrait l'être en tout cas et permet de maximiser notamment par exemple le taux de rétention, la LTV de tes clients, le passage à l'action ou d'éviter justement l'inaction et la réactivation constante des individus sur ta plateforme? Alors là, tu parles de quelque chose de très important parce que tu parles même de manière générale au système de récompense. Donc en effet, on a ce qu'on appelle le striatum. Et c'est ça qui va, avec le noyau accumbens, qui va, on va dire, recevoir cette dopamine et dire wow, c'est trop cool, quoi. Et qui va être produite également dans le cerveau. Alors, c'est important pour l'apprentissage. L'apprentissage, pour apprendre, c'est que tu dois avoir un effet gagnant, hop, dopamine. Mais pour aller plus loin, tu dois avoir, pour avancer, 2 fois plus de dopamine. On va faire très simple. Je vais essayer de prendre une étude qu'on apprend justement aux étudiants en neurosciences. On prend un labyrinthe et je mets une souris. La souris, elle va au bout du labyrinthe et elle trouve un fromage. Qu'est-ce qui se passe? Au début, quand je l'ai mis devant le labyrinthe, elle n'avait pas de dopamine. Mais elle a fait le labyrinthe et là, oh, fromage. Elle mange, elle reçoit la dopamine. Maintenant, je reprends la même souris, je la mets devant le labyrinthe. Et bien là, en la mettant devant le labyrinthe, elle reçoit de la dopamine. Pourquoi? Parce qu'elle anticipe le fromage. Elle y va, elle mange le fromage, mais elle ne reçoit pas plus de dopamine. Parce que la dopamine, elle a eu sa dose. Normal. Je mets la souris devant le labyrinthe, elle fait le labyrinthe, elle arrive au bout, plus de fromage. Là, elle avait une attente dopamine, peur de regretter, que tu as expliqué, enfin que tu as donné. Et il n'y a pas de fromage, il y a ce qu'on appelle une punition neuronale. Elle est punie, bam. Donc là, pas content. Donc il y aura apprentissage pour réguler et peut-être prendre un autre chemin. Je la remets devant le labyrinthe. Cette fois-ci, elle ne sait pas s'il y a fromage ou pas, donc pas de dopamine. Et elle arrive, elle retrouve son fromage. Contente, dopamine, avec un autre chemin. Je la remets devant, dopamine. Et là, si je veux créer plus de dopamine après, ben je lui mets 2 fromages. Donc là, elle s'attend à 1. Oh, deuxième fromage. Elle avait une attente, elle a 2 fromages. Là, dopamine. Donc elle a eu dopamine avant et après. Là, c'est le meilleur. Ben là, en expliquant ça, tu expliques tout l'humain. Pourquoi on veut toujours plus? Parce qu'on a toujours besoin de quasiment 2 fois plus de ce qu'on a vu avant. Pourquoi on a ça? Parce que ça nous permet l'apprentissage.
Sauf que notre monde n'est plus adapté à notre cerveau. C'est pour ça que les gens pètent des câbles. Il est plus du tout adapté. Quand tu prends un lapin qui traverse une route, une voiture arrive, stratégie, il fait le mort. Il meurt. Alors qu'il fait continuer. Mais ça, vu qu'il meurt à chaque fois, il ne peut pas donner la stratégie aux autres. Mais son cerveau n'est plus adapté à notre environnement. C'est pareil pour nous. Nous, en fait, c'est ce côté de dopamine, de recevoir 2 fois plus, ça nous permet l'apprentissage. Et c'est ce qu'on va retrouver du coup dans la gamification. Donc là, je te donne une grande règle du marketing. Et du coup, pourquoi on a toujours besoin de plus, d'aller beaucoup plus loin. C'est ce qui aussi détruit au final la planète, notre irrationalité face à ça. Mais la gamification, c'est pareil. Il y a des règles. C'est que tu as des étapes. Tu gagnes, le premier point, dopamine. Mais il faut que la deuxième étape t'apporte plus de doses. L'erreur, c'est de mettre la même dose à chaque fois. Alors, tu veux toujours ta dose, mais ce sera un peu plus lassant. Et pour les jeux vidéo, en fait, on a vu une baisse. Forcément, parce que j'ai lu cette étude dans l'avion avant de venir à Dubaï. Et donc, du coup, il y aura une baisse. Mais donc, il faut toujours rajouter plus de difficultés, mais aussi une petite récompense supplémentaire que tu avances comme ça. Et là, tu as un bon système de gamification, comme l'apprentissage. Et c'est là aussi où tu as des abandons, parce que parfois, c'est trop dur. Et là, tu as l'abandon scolaire, ou l'abandon de l'apprentissage, ou dans l'entrepreneuriat. Tu as eu ta première dose, tu as réussi, puis tu as du mal à aller plus loin, parce que l'effort que tu dois faire, il est encore plus fort. Pour recevoir, tu as autres doses. Et souvent, les gens, ils vont se défocus, ils vont faire un autre projet. C'est un peu bizarre comme système. Et voilà, donc là, sur la gamification, c'est ça. Voilà, pour bien t'expliquer comment fonctionne la gamification avec la dopamine, c'est qu'on cherche une récompense. C'est extrêmement intéressant, justement, ce concept, et qui est parfaitement expliqué avec les jeux vidéo, ou par exemple avec certaines applications qui utilisent les mêmes codes que les jeux vidéo pour l'apprentissage des langues, par exemple. Totalement. Ou d'autres qui ne les utilisent pas forcément de la bonne façon, et rapidement tu te dis vas-y, je vais oublier cette application, je vais la désinstaller, et je pense qu'ils ont un taux de rétention. Ça doit être un vrai enjeu, justement. C'est un vrai enjeu qui est mesuré aujourd'hui, et il y a des publications scientifiques qui sont publiées très régulièrement, et justement sur ça. Et justement, là, aujourd'hui, faut ajouter un peu plus de doses à chaque fois, et montrer la clarté. Quand les gens font de la gamification, on ne voit pas ça ne fonctionne pas. Enfin, là où les gens ils font de la gamification, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'on vous dit, il y a un jeu, vous allez gagner, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Si c'est pas clair, ça bloque. Il faut être très clair. Ok, on fait de la gamification, mais voici ce que vous allez gagner derrière. Et si ça, c'est pas clair en mode système 1, ça ne fonctionne pas. Donc il y a beaucoup d'échecs dans la gamification. Les gens disent, ouais, ça marche pas. C'est normal. Tu proposes rien derrière. Il n'y a pas de récompense. On comprend pas ce qu'on va gagner. Donc la clarté de pourquoi je dois me motiver à y aller. C'est super intéressant. Merci pour tout ça. J'ai une dernière question. Mais avant ça, je tiens à te remercier pour toute la valeur qui a été délivrée. Et merci beaucoup vraiment, et dire aussi à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que s'ils ont eu autant de plaisir à nous écouter, à nous regarder, que je n'ai eu à animer cet épisode, parce que tu as vraiment donné énormément de valeur. Je pense que c'est pas juste un podcast, c'est vraiment une masterclass à part entière, et merci pour ça. Nous le faire savoir en mettant un like, partageant la vidéo, s'abonner à la chaîne, mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de streaming préférée qu'ils écoutent. Et je vais faire une petite expérience également. Je l'avais fait dans l'épisode qui a duré 3 heures, où on était 4 dans cet épisode avec l'équipe entrepreneurs.com. C'est pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, mettez dans les commentaires le mot clarté et constituez une phrase avec le mot clarté, et puis vous aurez peut-être une petite récompense ou pas. On verra s'ils ont un fromage au bout du labyrinthe. Peut-être que pour certains, il y aura un petit fromage au bout du labyrinthe, justement. Tout ça pour dire justement, c'est ma dernière question que je pose à chaque fois à celles et ceux qui sont sur le plateau du déclic. Romain, parmi tout ce que tu as partagé aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager l'expérience personnelle ou professionnelle qui a créé littéralement une transformation identitaire chez toi, un réel déclic que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans ta vie, dans une interview ou autre, et que tu as absolument envie de partager, et qui tu penses pourrait créer au moins un déclic à celles et ceux qui nous écoutent? Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Bonne question. Je vais peut-être en avoir 2, car ça c'est récent, j'ai appris vraiment récemment sur moi. Il y a un point important dans l'entrepreneuriat, c'est quand on fait des retours. Quand tu fais des retours, les gens parfois le prennent mal, ou quand même à des salariés, tu fais un retour qui pourrait finalement, ou que tu dis à un entrepreneur, ouais, c'est pas bon ce que tu fais, et puis en fait ils réagissent plutôt mal. Ils disent, ouais, c'est un conseil non sollicité, ou ça les bloque. Et moi, dans ma vie, en fait, j'ai jamais eu ça. En fait, j'ai toujours, quand on m'a donné des conseils, et parfois négatifs, j'ai toujours pris, noté, et waouh, ça m'a progressé. Et mon directeur, il a été surpris parce qu'il était un peu dur, et puis il me disait, il me faisait des retours, ah, vous écrivez mal, ou ceci.
Aucun problème. J'avais aucun problème. Ok, moi, ça m'aidait à progresser. Mais les autres, ça les mettait trop mal. Et moi, j'ai jamais été sensible à ça. Et tous les retours fait que ça m'a fait progresser. Et je pense que c'est le growth mindset. C'est super important. C'est de ne pas avoir peur de se remettre en question. Et moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais ça par rapport à d'autres. Parce que du coup, quand je fais des retours, je les fais un peu brut. Mais moi, je pense que je te donne un cadeau, quoi. Je dis, ouais, tu gagnes plus d'argent. Du coup, c'est cool. Non, les gens, parfois, le prennent mal. Et en fait, je pense pas que ce soit la bonne chose de prendre mal. Mais après, on nous apprend que quand on fait un truc mal, c'est mauvais. Et moi, je pense que quand j'ai travaillé à 15 ans, je vendais encore déjà une fois, déjà informatique encore, mais je me suis fait engueuler par le patron qui était là, et je me suis mis à pleurer, forcément. Et puis il m'a dit, non mais se faire engueuler dans le travail, c'est normal en fait, c'est totalement normal, tu te feras encore engueuler, demain je vais encore t'engueuler. Puis en me disant ça, vu que j'ai appris ça tôt, quand on m'engueulait, ça me faisait rien. Donc quand mes directeurs de recherche m'engueulaient, ça ne me faisait rien, et au contraire, waouh, ok, je progresse en fait. Et c'est pour ça que je prends pas mal les retours. Mais du coup, moi, j'ai dû apprendre à faire les retours parce que pour moi, je pense que quand je fais un retour, c'est trop cool, quoi. Ça, c'est la première chose qui m'a vraiment aidé dans ma vie. C'est que j'ai aucun problème pour des recours intelligents et constructifs. C'est bon après qui te la donne. Si c'est un mec totalement perché qui va t'expliquer le marketing alors que j'ai jamais fait de marketing de sa vie, bon, forcément, je vais pas forcément l'écouter. Mais voilà, de donner une personne. Et ça, c'est vraiment important. Deuxième chose que j'ai apprise, ministère de la Défense cette fois-ci, quand on est chercheur, on a une tendance à nuancer nos propos. On va dire, ce résultat peut permettre que cette personne, il est possible qu'elle mente. Tu vois, on met de la nuance. Et un jour, il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc je regarde et je dis, alors en effet, ici, vu ces éléments, il est probable que. Et là, il me dit, écoute, il y a une chose qui est très claire ici. Soit tu es sûr, soit tu fermes ta gueule. Donc là, je dis, waouh, c'est pas possible, scientifiquement, on doit mettre la nuance. Donc, moi, je dois prendre une décision derrière qui va peut-être sauver des vies. Donc, je veux, si tu ne sais pas, tu ne parles pas. Si tu sais, tu dois être sûr, tu dois être convaincu. Ça m'a tellement ancré, la façon qu'il me l'a dit, mais choqué surtout, parce que ça a cassé mes croyances et mes valeurs aussi de scientifique un peu, que quand je donne des retours, ou quand je parle, ou quand je prends la parole, maintenant, je suis sûr de moi. Donc, quand je dis à quelqu'un, c'est ça que tu dois faire, c'est que j'y réfléchis 3 fois avant de le dire. Sinon, je ne parle pas. Ce qui fait que ma parole prend plus d'importance. Et donc, quand je fais les choses, c'est que je suis sûr. Et même quand je ne suis pas souvent sûr, tant pis. À un moment donné, tu as des probabilités. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je dois l'être. Donc, c'est à 80, mais tant pis, ce sera 100. Donc, je le fais, ça va être sûr. Ça va marcher. J'ai pas le choix. Tu vois, c'est un peu ce truc, ces 2 éléments-là qui, je pense, a beaucoup joué dans ce que j'ai fait aujourd'hui. Que j'ai jamais dit à personne. Merci Romain. Voilà. Merci beaucoup, Alex, de ton invitation. C'était un vrai plaisir.